Donc on va accueillir dans un premier lieu Alice de Rochechouart. Je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour Alice de Rochechouart. Tu peux t'asseoir où tu veux, Alice. Tu es libre, Alice. Il y a de l'eau, tu peux te servir. Fais comme chez toi. Bonsoir, Alice. Donc on va peut-être la présenter. Tiens, bon, donc Alice de Rochechouart, tu es issue donc de la maison de Rochechouart, c'est ça? Ah, t'as été sur le wiki. Ouais. Tu m'avais pas dit la trahison. Non, pas du tout. Je l'avais pas prévenu, mais peut-être un peu d'histoire, ça peut pas vous faire de mal. Donc, la maison de Rochechouart, la plus ancienne famille de la noblesse française après les Capétiens. Donc, vous faites votre apparition en 980, donc c'est pas récent. Voilà, ça date un peu. C'est à cette date qu'Emery Ier, deuxième fils de Géraud de Limoges, prend possession du fief de Rochechouart dans l'actuelle Haute-Vienne. Voilà, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais c'est quand même hyper intéressant. Et le titre de vicomte de Rochechouart est ainsi considéré comme l'un des plus anciens de France. Voilà, quand même, c'est pas rien. Votre devise, l'esprit surpasse la matière. On comprend pourquoi elle s'est lancée dans la philosophie. Voilà, bravo. Je vis mon pire cauchemar, vraiment, vraiment. Et donc Alice, enchantée de t'avoir parmi nous, tu es donc docteur en philosophie. Ouais. Alors maintenant, on va passer à un truc plus sympa pour Alice. Tu as créé le fil, le fil d'actualité, et pas le fil, parce que je ne sais pas si vous connaissez le fil. Alors, le fil P-H-I-L, parce qu'il y a aussi le fil F-I-L. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y en a qui connaissent? Voilà, ça n'a rien à voir, c'est d'un autre bord politique, c'est carrément à l'extrême... de l'autre côté. À droite, voilà. Non, Alice, elle est du même bord que nous. Et donc, Alice, le fil d'actu, donc un podcast engagé qui propose un éclairage philosophique sur l'actualité, et Dieu sait si on en a besoin, parce que quand on regarde le traitement de l'actualité par certains médias, on est vraiment loin de la philosophie classique. Bon, il y a Raphaël Enthoven quand même, c'est pas mal ce qu'il fait. Bien sûr que c'est pas mal. Ouais. ouais, on aime bien, il y a des gens qui aiment bien. On pourra en reparler. Carrément. Et voilà, donc tu es aussi chroniqueuse dans l'émission La Dernière sur Radio Nova. Et ça, c'est assez... Voilà, on peut là, vous connaissez, là. Ouais. Et Alice, ce qui est remarquable chez elle, c'est qu'elle défend une philosophie incarnée, accessible, ancrée dans le monde, qui se confronte aux injustices sociales. C'est pas beau, franchement? C'est magnifique. Et c'est pas tout, parce qu'elle est aussi auteure. Elle a écrit un livre qui sort en septembre et qui s'intitule « Privilèges, ce qui nous reste à abolir ». Il sort à la rentrée et je crois que tu présentes ça le 3 septembre, c'est ça? Oui, exactement. Soirée de lancement le 3 septembre à Paris, si vous voulez venir, si vous êtes là. Enfin, s'il y a des Parisiens et des Parisiennes dans la salle. Voilà, donc n'hésitez pas à venir si vous êtes là. Bon, moi, je vais pouvoir m'asseoir parce que ça fait un peu one-man show. Et j'ai très chaud en plus, mais ça c'est le costume et la perruque. Vous inquiétez pas si je transpire, c'est normal. On va accueillir notre deuxième invité. Je sais pas si je l'ai aperçu. Fra de chaque... Voilà. T'es très apprécié, Fra. Salut, Fra. Tu vas bien? Parce qu'on s'est pas croisés, enfin on s'est aperçu de loin. Mais tu peux te mettre là, ouais, bien sûr. Donc Fra est chanteur, vous l'avez reconnu, du groupe de rock... on peut dire rock ou... Oui, Kyo. Ouais, moi, je suis le chanteur de Kyo. Il est un chanteur de Kion, voilà. Fra de Chaka Ponk. Au départ, tu es web designer, Fra, c'est ça? Au départ, j'ai fait ça. T'as fait ça à un moment de ta vie? Oui, j'ai fait ça. J'ai fait du graphisme, en fait. Oui, c'est vrai que t'as fait du graphisme? Ce qui était pratique. Bon, c'était il y a longtemps. Hein. C'était quand Internet est arrivé. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce moment. Et, il y a très longtemps. Et donc, oui, je sais pas, je me suis retrouvé à faire ça parce que j'avais besoin d'argent. Et ça m'a appris plein de trucs, en fait. C'est assez pratique, Internet. Voilà, ça lui a appris plein de trucs qui t'ont sûrement servi dans la musique. Ça m'a servi. Dans la musique, dans la vidéo, dans la 3D, tout ça. Et donc, je me suis un petit peu renseigné. Tu co-organisais des soirées où chacun devait apporter un projet vidéo ou musical. Mais je savais pas qu'en fait, on avait... Ah oui, pour l'instant, c'est vrai. On faisait... Non, t'as raison. Si je dis une connerie, tu me dis. Oui, je te le dirai. Ok, promis, super. Promis. Donc, on t'a donné comme mascotte à toi et au guitariste CC de ton groupe le singe Virtual Gauze. Oui. C'est ça? Oui. Ok, super. Et vous avez décidé de monter un groupe de musique avec le singe en chanteur. Voilà, c'est ça. C'est bien ce que j'ai compris. On avait besoin d'un chanteur. C'est quand même original, non? Oui, on se disait que c'était pas mal un singe, enfin un animal pour essayer de faire des messages aux humains.
pour leur expliquer qu'ils sont en train de faire n'importe quoi et qu'ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. On s'est dit, un singe, c'est bien. Voilà. Bon, après, il y a eu Gorillaz qui nous a pompé, mais on s'en est sorti. Voilà, ils s'en sont quand même sortis. Et donc, lors de votre premier concert, un de vos ordinateurs tombe en panne, c'est Oui. bien ça. Oui. Et là, tu es obligé de remplacer Goz, Oui. la mascotte, au chant, et donc tu deviens officiellement chanteur du groupe. C'était pas prévu. Non. Ah non. Dingue. Et jusqu'au dernier concert de novembre dernier, avant de monter sur scène, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que je fous là? Et c'est vrai que ça a été un... Mais bon, c'est une expérience intéressante. Je vous conseille d'essayer d'être chanteur de rock un jour. Si vous vous faites chier, parce que c'est vraiment plein de surprises. Bah justement, Ghislain, le saxophoniste de notre groupe, voulait se lancer dans le chant. Donc si tu veux être chanteur de rock, voilà, super. Nickel. Et bah voilà. Et donc Sam n'a rejoint le groupe officiellement qu'en 2010, hein, c'est ça? Au À peu départ, près. tu étais tout seul. Oui. Et donc, comme il fallait vraiment quelqu'un qui sait chanter, je me bagarrais pour qu'on trouve quelqu'un. Et puis après, elle a commencé à bosser avec nous. Elle voulait pas venir sur scène parce que chacun commençait à déjà avoir un petit public. Donc, elle voulait éviter d'arriver comme ça au milieu de la fête. Mais on a réussi à la convaincre. On a pris son chihuahua en otage, en fait. Paix à son âme, hein, parce que ça fait très longtemps. Mais à l'époque, ça a été le seul moyen pour qu'elle accepte de rejoindre ce groupe et d'apporter tout ce qu'elle a apporté, parce que c'est vrai que quand elle est arrivée, ça s'est mis à marcher très fort. Du coup, comme quoi, c'était une bonne idée de prendre le chihuahua en otage. C'était une super idée. Et d'ailleurs, je sais pas, bon, petite anecdote, mais je connais super bien son grand frère. Ah bon? Ouais, j'ai grandi avec lui à Boissy-Saint-Léger. C'était Mais c'est fou, ça. un super pote à mon grand frère. Il venait Dingue. souvent à la maison. Lee James. Oui. Lee James Achoun, tu le connais? Ouais, Ok, super. incroyable. Eh ben voilà, c'est incroyable. Vous voyez les hasards de la vie, quoi. Voilà. Non, mais on peut applaudir, on peut Ouais, applaudir. ça s'invente pas. Voilà, super. On est bien, on est en famille. Donc tu es aussi le cofondateur du collectif d'artistes engagés The Freaks, c'est comme ça qu'on dit? Oui, The Freaks. The Freaks, dont on parlera tout à l'heure. Voilà, Ok. super. Et tu as participé aussi à l'impulsion de la mobilisation All Eyes on Gaza. Oui. C'est ça? Est-ce que c'est un... Bravo, ouais. Est-ce que c'est inspiré du morceau All Eyes on Me de Tupac ou non? Ouais, Ça n'a rien à voir. Non, à l'époque, ouais, c'est marrant parce que il y a beaucoup de... Alors, il y a beaucoup de All Eyes maintenant, mais je vous jure qu'on ne l'a pas pompé. On avait eu cette idée avec l'UNICEF, comment on va appeler cette opération, et All Eyes on Gaza. Et donc, comme quoi, on a tous eu la même idée en même temps aux quatre coins du monde, mais non, c'était important à l'époque, c'était au tout début du conflit, enfin du conflit du 7 octobre, évidemment, pas du conflit généralisé, mais où on avait envie que les gens réagissent par rapport à ce qui se passait là-bas. Et pour pas trop choquer tout le monde, parce que c'est très très tendu comme sujet. Et à l'époque, je peux vous dire que quand on demandait à des artistes de nous rejoindre, ça répondait pas trop au téléphone. Mais on a quand même eu pas mal de gens au bout d'un moment. Et c'est vrai qu'on s'est dit, l'axe, c'est de passer avec l'UNICEF, en fait. Donc des gens qui s'occupent d'enfants. Mais t'inquiète, Franck, on va en qui parler. sont, non, mais moi je suis parti là. Là, je suis lancé. Donc Lee James, C'est ta super. présentation, Lee James, il y a des est top. questions, il y a des Il a de la super weed, Lee James. Franchement, il peut venir quand il veut. On s'amuse très bien. Pardon. Bon, super, on va en parler tout à l'heure, Fred, ne t'inquiète pas. Et ça nous fait super plaisir que tu en parles maintenant. Mais on va quand même accueillir nos invités tous. Kevin, peut-être? Kevin, ouais, carrément. Kevin Razi, vous pouvez l'applaudir très très fort. Il y en a sûrement qui le connaissent dans la salle. Kevin Razi, voilà, prend place parmi nous, enchanté. On va pas faire semblant de se serrer la main, on s'est vu tout à l'heure. Exactement. Super. Kevin, donc tu es une sorte d'humoriste hybride, hein, comme tu le dis toi-même. Ouais. Voilà, t'es pas obligé d'enchaîner comme Fra, hein, tu peux juste acquiescer de la tête. Je pourrais pas raconter tout ce que tu as fait dans ta vie, sinon on y passerait la table ronde et on parlerait pas des autres invités, mais on va quand même résumer un peu. Tu as commencé ta carrière comme chroniqueur pour la web radio de C8, RNT. Si je me trompe, de Direct 8. De Direct 8, pardon. Alors tu vois, là, on m'a mal renseigné, quoi. Azelma, non, bon, on la verra tout à l'heure. Tu as été révélé par le Jamel Comedy Club et on ne demande qu'à en rire. Ouais. Ça, on est bon. Tu joues ton premier spectacle en 2008. Ouais. Super. Et tu te lances en parallèle dans la production de vidéos humoristiques, Ouais. notamment avec Nicolas Lopez, C'est ça. On en a parlé tout à l'heure. Et tu as fait une parodie antillaise qui a cartonné de la série Bref de Canal+, intitulée... Vas-y, dis-le.
jeu. Bref. Ouais, c'est ça, bien joué. Bref, Ouais, c'est ça. bref, qui a plutôt, qui a assez bien fonctionné. Voilà, je l'ai bien dit en plus, c'est super. Ta première apparition au cinéma fut dans le film L'Ascension, tandis qu'au théâtre, tu as été nominé au Molière 2024 dans la catégorie meilleur second rôle. Tu es toujours sur scène en parallèle de ta carrière audiovisuelle avec ton spectacle Mise à jour. Toujours Non, c'est depuis 2019. Ah bah ça, c'est pas à jour. Et tu tiens une chronique sur le média TV. Là, on est bon. Ouais, c'est ça. Là, on est bon. Tu as publié en 2019 un livre intitulé Fake News. Putain, vous êtes vachement dans les trucs anglais, tous. Ouais, bah c'était le nom connu, quoi. Tu vois. Ouais, c'est marrant, parce que nous aussi, notre morceau qui s'appelle Extreme Hot Trip. Donc on est tous un petit peu... Donc Fake News évite de tomber dans le piège pour aider les plus jeunes à repérer des fake news. Tu as coécrit ça avec le sociologue Hamza Garouche. Je sais pas si je suis bon là. T'es bon, ouais, carrément. Ok, super. Votre second ouvrage sur les sciences humaines via le prisme des séries TV les plus populaires est sorti en 2021 et s'intitule Science Fixe. C'est ça. Eh ben, on est bon, c'est Bravo. super, on peut l'applaudir très fort et on peut accueillir notre prochain invité, Nikou. Mesdames et messieurs, Nikou, arrête de... Nikou. Bon, il s'est un petit peu présenté tout à l'heure, mais on est très content de l'accueillir, Nikou. Tu es la nouvelle voix vibrante sur la scène de rap alternative à Bruxelles. Ton univers artistique mélange enthousiasme pour la vie et dure réalité sociale, créant un mélange explosif de douceur et de violence. C'est pas beau, c'est de la poésie, quoi. Et voilà, ouais, on peut, ouais, carrément. Tes morceaux sont, et je sais pas fini au niveau poésie, tes morceaux sont des toiles vivantes qui capturent la complexité de l'existence comme la banalité du quotidien, le tout exprimé par une plume teintée de mélancolie. C'est beau. C'est un travail. Bah, il va chanter tout à l'heure, ça vous permettra de vérifier tout ça. Tu te situes entre le rap et la pop en effaçant les frontières des genres avec des compositions qui oscillent entre profonde intimité et critique sociale incisive. Tes chansons expriment un engagement fervent pour un monde plus empathique et plus vibrant, et ça, c'est tout à son honneur. Chaque titre est comme un refus de succomber au cynisme tout en défendant des causes qui te tiennent à cœur. C'est quand même pas mal, hein. Et j'ai appris qu'avec d'autres artistes, mais ça on en parlera aussi tout à l'heure, tu t'es désolidarisé publiquement de la programmation d'Amir aux Francopholies de Spa en Belgique. C'est bien ça, hein? Ouais. Ok, super. Bah ouais, carrément, on peut. On peut parce qu'en Belgique, ça s'est très bien passé pour lui, mais je peux vous dire qu'en France, c'est chaud. Parce que sur ces questions-là, ça a bien changé depuis 20 ans. Voilà, mais en tout cas, on va passer aux questions parce que le temps passe et la table ronde n'est pas hyper longue. On va commencer par Alice. Tiens, Alice, si ça te va, on va commencer par toi. Donc, à quel moment, Alice, tu as pris conscience qu'en t'adressant au public par le biais de ton podcast, donc la philosophie pouvait donner une autre vision de l'actualité et contribuer à faire évoluer les choses, et dans quel sens ? En fait, la philosophie, la caractéristique, c'est que ça permet de questionner ce qui existe, déjà, et de prendre un peu de recul face à un martèlement, un matraquage d'informations. Enfin, on a l'information continue qui nous empêche de penser. Donc mon objectif, mon désir, c'était vraiment de prendre du recul et de se dire, OK, quelles sont les structures de notre société qui sont en cause, qui sont en question dans un événement particulier. Et le deuxième aspect, donc, c'est questionner l'existant et de se dire, OK, comment ça pourrait être autrement ? Et en fait, c'était important pour moi de pratiquer une philosophie qui soit accessible à toutes et à tous. Parce que la philosophie, elle a été un peu confisquée par une élite depuis longtemps. Raphaël Enthoven, coucou. Mais bon, lui, c'est pas qu'un problème d'élite, c'est un problème de bord politique. Mais... Pardon. Et donc, mon ambition, c'était que la philosophie puisse redescendre dans la rue. Parce qu'en fait, c'est là où elle est née. La philosophie, au départ, le père de la philosophie occidentale, antique, c'est Socrate. C'est quelqu'un qui va dans la rue, qui va parler aux gens, qui est tellement subversif qu'il est condamné à mort. Donc, quand même assez politique et assez, vraiment une contestation dans la rue. Et c'est ça que je voulais recréer avec, alors plus humblement que Socrate, je ne me prends pas pour Socrate, je vous rassure. Mais l'idée, c'était de refaire descendre la philosophie dans la rue et la rendre à nouveau accessible. Alors, je ne sais pas si ça change les choses. En tout cas, j'espère que ça permet des petites bulles de respiration et de réflexion autrement. Mais carrément que ça change les choses. Je peux te dire, ça rend les choses beaucoup plus accessibles et c'est très bien ce que tu fais. Eh ben, merci pour ta réponse, Alice. Oui, carrément.
pouvez applaudir à chaque réponse, on va se dire, c'est systématique, vous emmerdez pas, même si ça vous va pas comme réponse. On va passer à Fra maintenant. Alors donc... Ah, il est chaud, Fra. Donc Fra, tu as décidé avec le reste de l'équipe donc, de dissoudre le groupe Chaka Ponk pour des raisons écologiques. J'aimerais bien que tu nous expliques un peu tout ça. Je sais que tout le monde te le demande, mais c'est quand même intéressant de savoir pourquoi cette démarche. Parce que bon, moi, je me suis demandé, vous n'avez pas pensé à continuer en mode bas carbone? Tu vois, par exemple, il y a je sais pas, Gwen est là dans la salle? Ah, il est parti vraiment? Il a quitté le groupe, le festival? Non, il est resté. Il est dans le coin, parce que Gwen a monté un concept très intéressant qui s'appelle Sunride System, qui est un groupe en fait sur des vélos solaires. Ouais, tu connais? Ok, super. Et vous n'avez pas pensé à continuer un peu dans ces modes-là? Pourquoi vous avez été aussi radicaux? Vous avez décidé de complètement arrêter? Déjà, c'est un peu spécial. Chaka, c'est un concept particulier. C'est un animal, donc un singe, qui essaye d'expliquer à l'homme qu'il fait n'importe quoi sur cette planète, qu'il est enfermé dans une bulle égocentrée où rien ne compte plus que la carrière, soi-même, les profits, être le plus beau, le plus grand, le plus fort, le plus célèbre, et puis posséder les choses, posséder les objets, les animaux, les gens. Et donc ce dogme qui dit en gros que le sens de la vie, le sens du bonheur, c'est justement la surconsommation et la possession et l'ascension sociale, c'est en train de tout détruire. C'est en train de détruire l'humanité, c'est en train de détruire la planète. Donc le singe, en fait, est en train d'essayer de dire à l'homme réveille-toi, ouvre les yeux et reconnecte-toi à la réalité. Et on a eu un très très gros problème dans Chaka Ponk, c'est une énorme tuile, c'est que ça a marché. Et c'est un problème, ça. Dans la société dans laquelle on est, en fait, quand on fait n'importe quel job et que ça marche très fort, en fait, ça coche toutes les cases et on se pose plus aucune question sur les conséquences que ça peut avoir sur l'environnement ou sur les gens autour. Et donc, on avance sans se poser de questions. Donc, on s'est dit à un moment, on était devenu une partie du problème parce que, évidemment, on a tout mis en place pour faire les tournées les plus éco-responsables possibles. C'était pas mal de travail, mais on a tout mis en place. Mais même en faisant ça, il y a 1 million de personnes, un peu plus même. Quand les tournées sont longues, ça dépasse le 1 million de personnes qui se déplacent pour venir nous voir. Et ça, c'est un gros problème. Aujourd'hui, en tout cas, le déplacement des spectateurs, c'est le problème le plus grave en fait dans les tournées. Et en plus, ces gens-là se déplacent, non seulement c'est la merde, mais en plus, ils arrivent dans des lieux, des endroits qui sont des festivals ou des zéniths, des salles de concert, où tout ce qu'ils vont consommer, ça provient des plus grands pollueurs de la planète. Donc ils vont, en gros, créer énormément de déchets, par dizaines de milliers ou voire centaines de milliers de festivaliers ou de spectateurs, et ils vont se faire du mal à leur santé parce qu'en général c'est bien de la merde ce qu'on leur file, et il n'y a pas d'autre alternative dans n'importe quelle salle de concert et dans beaucoup de festivals, c'est souvent des produits qui proviennent d'industriels non éthiques, et donc ils vont s'empoisonner un petit peu quand même, et puis ils vont filer leur thune à des gens qui vont continuer à polluer encore plus sur cette planète. Donc en fait on s'est dit, tout est vérolé. C'est complètement pourri et il faut qu'on frappe fort. Et puis nous, on ne peut pas avoir ces messages. Ce qu'on raconte dans les chansons, le concept du singe qui essaye de raisonner l'homme, ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux, on ne pouvait pas avoir ça et avoir des tournées qui défoncent l'environnement comme ça. Je comprends en fait que des gens, on est dans une société aujourd'hui où je comprends qu'il y ait des industriels ou des politiques qui se soient dit je vais, après moi le déluge en fait, je vais passer le peu de temps que j'ai à passer sur cette planète à essayer de remplir cette soif insatiable de pouvoir et d'argent, et je vais me servir des gens pour détruire l'hôpital, la santé, l'éducation, foutre les pauvres à la poubelle, servir les plus riches, détruire l'environnement, détruire le vivant. Je comprends qu'il y ait des gens qui fassent ça, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur enfance, sûrement des trucs pas cool, et ils ont envie d'être Napoléon ou Hitler, mais je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Mais dans le monde de la musique, dans le monde de l'art, je ne comprends pas qu'on fasse ça en fait, parce qu'on est censé être des gens assez sensibles, les uns avec les autres, puis avoir une espèce d'ouverture d'esprit sur le monde et la poésie. Donc le monde du spectacle participe à la destruction du vivant et de l'environnement à grosse échelle, parce que c'est pas vraiment, on fait partie des secteurs qui sont vraiment très très polluants. Ça me pose un problème, ça a posé un problème à Chaka Ponk. Et donc on a essayé de tourner le truc dans tous les sens. On s'est dit en fait c'est pas crédible notre truc. Voilà, donc on a arrêté. On a arrêté pour pouvoir faire des conférences, pour pouvoir essayer de réinventer. Là, on est en train d'écrire une charte, par exemple. Une charte qui s'adresse aux festivals, aux salles de concert, aux producteurs, aux artistes, et qui explique tout ce qu'il faut faire justement pour assainir les choses et pour plus participer à ce désastre. Mais... Merci.
Non, franchement, c'est honorable, surtout avec le succès que vous avez connu avec votre groupe. C'est sacrément culotté d'arrêter comme ça. Le truc, c'est que vous vous êtes pas dit, on peut quand même continuer en studio et arrêter les tournées. Non, vous avez décidé de tout arrêter. En fait, on a fait énormément de réunions sur ce sujet. Déjà, on en faisait beaucoup. Parce qu'il y avait pas mal de... Le problème de chacun, c'est qu'on délègue pas, en fait, on fait tout nous-mêmes. Donc on travaille beaucoup, on se parle beaucoup. C'est ce qui a d'ailleurs permis à ce groupe de perdurer, parce qu'on avait une grande communication entre nous. Ça, je vous conseille, la communication, c'est vachement bien. C'est un truc qui règle pas mal de problèmes. Et en fait, on s'est dit, c'est un groupe de live chacun, en fait. C'est un groupe de live et on s'est tellement battu pour arriver à ce concept de spectacle qui emmène le spectateur ailleurs que juste dans un concert, qu'on n'avait pas envie de rétrograder tout ça sous prétexte que Macron fait de la merde, en fait. Donc on s'est dit non, on va arrêter, on va laisser chacun où il est, et on va faire peut-être autre chose. Mais en tout cas, on va essayer de réinventer tout ça et de sensibiliser l'ensemble du monde du spectacle sur tout ce qu'il faut faire pour arrêter de faire n'importe quoi. Ok, donc c'est une continuité. Mais on a fait une grosse dépression, hein. Là on est... Heureusement qu'il y a du vin ce soir, je suis super content. Ça va m'aider. Franchement, tu n'as même pas besoin de nous le dire, ça se voit, ça se sent. Donc Kevin, raconte-nous donc ton parcours et comment tu en es arrivé à travailler pour le média indépendant et identifier à gauche le média. T'as pas eu peur d'être... C'est ça, non? Oui, bien sûr. Ouais. T'as pas eu peur d'être traité d'éco-terroriste, wokiste, extrémiste et antisémite, non? Comme d'hab, en fait. Okay. Donc c'est pas un souci, quoi. C'est une constante. Pour faire très rapide, parce qu'en fait c'est pas l'objet de la conférence à la base. Donc j'ai commencé, moi, depuis l'âge de 16 ans, je rêve de faire de l'humour. Et donc j'ai fait du théâtre. J'ai eu la chance d'avoir un lycée qui permettait de faire un bac option théâtre. Et après le bac, j'ai trouvé un CDI chez Mondial Assistance, une plateforme téléphonique. Et à côté, je faisais de la scène partout où je pouvais, pizzeria, chicha, je jouais là où je pouvais. Et de fil en aiguille, j'ai développé et la scène et les vidéos sur YouTube parce que je me suis rendu compte que ça me permettait de ramener du monde dans mes salles. Et puis après, tout ce que tu as dit, j'ai rencontré le Jamel Comedy Club, On ne demande qu'à en rire. On a fait un collectif sur YouTube qui s'appelait Studio Bagel avec plein d'autres youtubeurs. Donc ça nous a permis de nous faire connaître, de se faire racheter par Canal, de bosser chez eux. Et de fil en aiguille, on en arrive à 2023, je crois. Donc moi, je fais du théâtre actuellement. Et je pétais un plomb parce que j'adore les médias. Je suis fan de médias, de télé. Et je voyais le truc depuis quelques années arrivé où les gros médias vraiment déontologiquement c'était le naufrage, quoi, tu vois. Je me suis dit merde, je les reconnais pas, c'est un truc de ouf. Ça a toujours été comme ça, mais là c'était encore pire. Et je me suis dit comment je peux faire moi, parce que j'ai un petit passé de télé, etc. J'aime bien animer. Comment je peux faire pour mettre à contribution mes petits skills et que ça puisse permettre à d'autres, qu'on puisse se rencontrer avec un média et qu'on puisse faire quelque chose de sympa. Et j'ai envoyé un message sur l'Instagram du média en disant j'aimerais bien qu'on se rencontre pour voir si on peut faire quelque chose. Et alors c'est toi qui les as contactés? Ouais. Ok. Alors pour la petite histoire, j'ai contacté le média et Blast, et en fait Blast, ils m'ont jamais répondu. Donc du coup c'est pour ça que et quand le média m'a répondu, j'étais content, donc voilà, j'ai fait vas-y, on va faire ils sont plutôt friands des gens de ton profil, Blast, de ce que j'ai vu, non? Je sais pas. Pas vraiment? Non, mais en fait, je pense qu'ils ont peut-être pas vu le message, je sais pas. Ouais, c'est possible. Mais, et puis avec le média, ça a matché. Alors ils m'ont dit, mais tu sais que nous, on n'a pas de budget. Enfin, je veux dire, c'est comme autant tu seras pas payé comme chez Canal+. Je dis, oui, je sais bien. C'est pas grave, moi j'en ai de l'argent. Voilà, c'est ça. Donc je leur dis, moi je vous rachète. Non, je rigole. Mais j'ai expliqué que moi ma démarche c'était vraiment pas sur de l'argent, c'était vraiment l'idée de mettre des forces en commun, tout simplement. Donc voilà comment je me suis retrouvé chez le média. Franchement, bravo à toi. Merci. On va passer à toi, Nikou. On va enchaîner sur comment justement cette désolidarisation. Tu voulais un verre d'eau? Ouais, vas-y, sers-toi. On va attendre juste qu'il boive son verre d'eau, puis après on enchaîne. Non, mais vas-y. On peut y aller en même temps. Super. Donc cette désolidarisation de la programmation d'Amir au Francopholies, comment elle est née? Est-ce que tu as été à l'initiative du mouvement? Quel a été le déclic? Est-ce que pour
Est-ce que tu veux que je rappelle qui est Amir et pourquoi vous avez fait ça, ou tu veux le faire toi? Je peux le faire dans le contexte. Eh ben, je te laisse le faire. Alors Nico, tu as la parole, tu peux te faire plaisir. Parce que du coup, nous, on ne savait pas non plus qui était Amir à la base. Et merci d'avoir... On n'entend pas assez fort? Ok. Amir, est-ce que vous pouvez monter un je peu vais y venir, Nico je à vais la y régie? venir. Je vais faire un peu l'histoire du truc. Et donc, déjà, merci d'avoir rectifié le fait qu'on n'a pas fait, nous, directement un appel au boycott, mais on s'est publiquement désolidarisé de ça. Mais je pense que ça a été un peu déformé tout ça. Oui, et complètement, du coup, mais donc ça fait partie du et du truc. coup, il y a en des fait. gens qui savent pas trop exactement où est la Ouais. vérité. Il y a un petit Il y a un Larsen Larsen. à la régie. Sinon, je le coupe et je prends le tien. Hein. Il y a, Non, c'est même pas. il y a Athénaïs à c'est la mieux photo. comme ça. Et donc, en fait, nous, à la base, on a juste vu des associations belges qui dénonçaient la venue de Amir et qui dénonçaient notamment des concerts qu'il a fait dans des colonies illégales, donc à Hébron, en Cisjordanie occupée, et aussi des accointances un peu bizarres avec l'extrême droite israélienne. Donc il avait fait tout un tas de choses, il avait participé à des événements organisés par l'extrême droite israélienne, il avait fait des ventes d'albums où pour un album acheté, vous en offriez un aux soldats de Tsahal. Donc pas mal de choses qui nous dérangent quand même un peu. Et donc, de par ça, il y a les associations qui font un appel à boycott. Nous, on jouait aux Francopholies. Nous, c'est l'ensemble d'artistes co-signataires, mais je vais y venir. Ça nous dérangeait, donc on est rentrés en contact toutes et tous. Et il y a dès le début une volonté de ne pas personnifier l'initiative, parce que c'est s'exposer directement. Et on ne voulait pas que cette prise de position, elle soit individualisée. Donc, je parlerai toujours en nous, même si là, c'est moi qui parle. Et donc, on est rentré en contact et la première chose a été de se demander, OK, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit à qui? Donc, on s'est dit qu'on allait prendre contact avec l'organisation pour demander un petit peu qu'est-ce qu'ils avaient à dire là-dessus. On a compris que la déprogrammation n'était pas envisagée. Par contre, ils ont été tout à fait honnêtes dans leur démarche et nous ont dit, on ne va pas le déprogrammer. Par contre, faites ce que vous avez à faire, faites ce que vous voulez faire. Si vous voulez ne pas venir, vous pouvez. Si vous voulez prendre l'espace pour porter un message qui est le vôtre, vous pouvez aussi. Donc là, on s'est dit, OK, bon, a priori, il ne va pas être déprogrammé. Qu'est-ce qu'on fait, nous, de nouveau, publiquement? Et donc, de par les différentes positions politiques des artistes, en fait, tout le monde n'est pas hyper à l'aise avec la position, disons, la plus extrême, qui serait de boycotter, de ne pas venir et de laisser une scène vide. D'autres n'étaient pas non plus juste à l'aise à signer une tribune qui condamnait la venue d'Amir. Et donc, on a coécrit, co-rédigé un communiqué dont le résultat final était une désolidarisation collective de tous les co-signataires, avec un appel à la multiplicité des moyens d'action, en fonction de nos moyens, nos contraintes, parce qu'on reste enfin, pour ma part, en tout cas, je suis un petit artiste avec mes réalités, et ne pas aller aux Francopholies, typiquement, c'est juste être remplacé par un autre artiste qui potentiellement sera tout à fait à l'aise avec l'avenue d'Amir, et donc c'est rater une occasion de porter un message qui ne serait pas porté par l'artiste qui me remplacerait. Donc, l'idée, c'est de permettre à tous les artistes de prendre des décisions qui leur conviennent, parce qu'aussi, il y a une réelle précarité dans le monde artistique, et donc juste dire, OK, parce qu'il y a tel artiste qui vient, qui a fait tel agissement, toi, tu ne dois pas y aller, et potentiellement te mettre dans une précarité encore plus forte, c'est quelque chose qui nous dérangeait. Et donc, voilà un petit peu, on est arrivé avec un communiqué très bien rédigé, je trouve, que vous pourrez aller lire, qui, après, une fois qu'il a été pris dans la tempête médiatique française, en Belgique, ça a été plutôt bien traité, a été tordu dans tous les sens. Donc on est devenus des artistes qu'ils appelons au boycott, antisémites évidemment, etc., etc. Alors qu'on avait notamment fait très attention à ne jamais ni parler de la nationalité. Donc il a une double nationalité, Amir. Ah oui, je vais peut-être y venir, du coup je ne l'ai pas introduit. Amir est un chanteur franco-israélien, donc il est français, mais il a été en Israël faire son service militaire avec ses parents, etc. D'ailleurs, c'est un des points qui lui était reproché par les associations, le fait d'avoir fait son service militaire. Et par exemple, là, nous, on considérait que ce n'était pas un facteur à charge parce qu'il y a des dynamiques simplement sociales qui mènent, quand tu es un Israélien, à faire ton service militaire à 18 ans comme tout le monde. Et on considérait que ce n'était pas forcément un fait qui pouvait lui être reproché. Par contre, le concert dans les colonies illégales, il avait 30 ans. Je suis plus jeune que lui aujourd'hui. Dans quelques années, je considère que je suis en capacité de me faire un avis sur la question, surtout quand tu as grandi là-bas, que tu as fait ton service militaire, etc. Et donc ce chanteur, Amir,
Voilà pour l'introduction, je ne sais plus trop où j'en étais, mais donc voilà, on a fait cette prise de position et après ça a été déformé, alors qu'à aucun moment on n'avait parlé ni de nationalité, ni de religion, ni d'origine, quoi que ce soit. Et donc, ce qu'on répond à tout ce tumulte médiatique, c'était qu'en fait, le réel danger, il est chez eux parce qu'ils ont amené toute cette confusion, alors qu'à aucun moment, nous, on a mis en lumière ses origines, sa religion ou sa nationalité. Ce qui, du coup, nous rend irréprochables sur cette prise de position parce qu'on juge une personne pour des actes qu'elle a posés, indépendamment de qui est cette personne, d'où elle vient, quelle est sa religion. Et voilà un petit peu pour l'histoire. Ouais, bah merci. Je pense que ça a éclairé tout le monde sur le sujet. C'est marrant quand même cette différence de traitement entre l'espace médiatique français et belge. On va revenir à toi, Alice, avec une deuxième question. Alice, si tu es prête. Donc, tu as écrit un livre sur les privilèges qui sort à la rentrée. On va en parler un petit peu. J'espère que, voilà, est-ce que c'est pour faire l'apologie faire l'apologie Des privilèges, ouais. Ouais, c'est ça. Ou est-ce le contraire? Voilà, c'est ce qu'on aimerait savoir. Et non, c'est pour les dénoncer un peu quand même, dire que c'est pas ouf les privilèges. L'objectif du livre, c'est de montrer que on n'a pas aboli les privilèges en 1789, contrairement au roman national qu'on a toutes et tous appris, mais qu'on les a plutôt invisibilisés et donc renforcés et légitimés. Et qu'aujourd'hui, on est dans une société, enfin, je pense que vous connaissez toutes et tous ces problématiques-là, mais on est dans une société qui est fondée sur un certain nombre de hiérarchies, des hiérarchies évidemment racistes, classistes, agistes, spécistes, colonialistes, enfin, il y a un certain nombre de genres, évidemment, hétérosexistes. Et donc, toute la question du livre, c'est comment interpréter ces privilèges sous l'angle de la philosophie et comment éventuellement les dégommer. Voilà, il y a tout un chapitre où on essaye d'explorer des pistes pour repenser tout un modèle social et politique, en fait. Ah bah c'est super intéressant. On a hâte de découvrir ton livre, Alice, d'ailleurs, qui sera présenté le 3 septembre. Oui, on l'a 3 dit tout à septembre. l'heure, mais on peut le rappeler. Quoi? Pardon? Ouais. Bah oui, on a hâte de découvrir ton livre, Alice. Ça, c'est marrant, ces gens dans le public comme ça qui prennent la parole comme s'ils étaient sur scène. Mais si tu veux t'exprimer, tu peux venir, hein, il y a encore des micros disponibles derrière. Bah merci, si c'était marrant, si ça t'a fait rire, c'est super. On va passer du coup à Fra, merci pour ta réponse, Alice. The Freaks, donc, dont on a parlé tout à l'heure, que tu as cofondé, donc, est un collectif d'artistes et de personnalités qui s'engagent à adopter de nouveaux comportements dans leur production artistique pour lutter contre la surconsommation, la pollution, le réchauffement climatique et protéger la biodiversité. Mais comme visiblement la finalité de la démarche... Oui, ça n'a pas marché. Ouais. Ça n'a pas beaucoup changé depuis. Ouais, puis la finalité de la démarche, si on vous suit, c'est d'arrêter. Du coup, est-ce que tu vas encourager tous les artistes à arrêter? Non, seulement ceux qui ont un concept avec un singe qui parle aux gens. D'accord. Donc il y a toi et Gorillaz. Mais ils ont déjà arrêté. Ils vous ont pompé. Ouais, ils nous ont pompé. Non mais oui, c'était important de faire ça. Après, on a monté ça c'était avant le Covid, donc une fois que le Covid est arrivé, ça a un petit peu mis un frein. Le but, c'était vraiment de sensibiliser les artistes au pouvoir qu'ils ont, de pouvoir justement utiliser le micro qu'ils ont sur scène, sur les festivals, dans les zéniths, enfin partout, même dans les promos en télé, en radio, sur leurs réseaux sociaux, pour justement pour arrêter d'être neutre. Voilà, donc on a essayé de faire ça, de rassembler des gens pour qu'ils ouvrent leur gueule, parce que effectivement dans l'humanité dans laquelle on est tous, il y a quand même des gens, la majeure partie des gens, je pense, sont des bonnes personnes, sont des gens qui n'ont pas envie de conflit, qui n'ont pas envie qui sont pas des gens nocifs, mais il y a quand même quelques cons. Mais ce qui est bien, c'est que les cons sont éparpillés un peu partout, dans toutes les religions il y a des cons, sur tous les continents il y a des cons, dans tous les métiers il y a des cons, dans tous les pays, donc c'est pas grave en fait qu'il y ait des cons, puisque la majeure partie des gens sont super. Ce qui est chiant, c'est quand les cons arrivent au pouvoir. Là, c'est chiant parce que du coup, on est tous un petit peu à la merci de ces gens-là, et quand des sociopathes arrivent au pouvoir, comme ça a été le cas comme c'est le cas de Trump ou Macron, où il y en a plein, hein, Retailleau, Netanyahou, même dans les industriels, hein, Coca-Cola, KFC, McDonald's, Total Energy, ces gens-là, en fait, vont s'employer au quotidien pour essayer d'être le plus riche et avoir plus de pouvoir possible. J'adore cette chanson.
Guns N' Roses, super, excellent choix. Excellent choix. Donc ces gens vont arriver au pouvoir et ça c'est chiant. Parce que là, en fait, on se demande toujours, quand on s'est lancé dans le concept de The Flux, on s'est dit comment ça se fait que dans un pays comme la France, où on est plusieurs dizaines de millions, à la fin, il y a 2 personnes qui restent pour gérer tout le monde, pour s'occuper de tout le monde, c'est Macron ou Le Pen. Comment on en arrive là, en fait, parmi le nombre de Français qu'on est? Et on s'est dit, c'est complètement dingue qu'on ait plus que ça comme choix au final. Et on s'est rendu compte forcément, mais d'ailleurs grâce à des médias indépendants, grâce à tout le travail que font ces gens qui sont des gens exceptionnels, hein, des ONG, des associations, des médias indépendants qui disent la vérité, on s'est rendu compte que c'est à cause de récits. C'est des récits, en fait, c'est des récits qui sont fabriqués de toutes pièces, qui sont omniprésents dans les médias, dans les allocutions politiques, qui sont omniprésents aussi dans toutes les pubs à la télé, et des récits qui disent en gros que l'effondrement écologique n'existe pas, ou alors que c'est un mal pour un bien, parce que le but dans la vie, c'est de surconsommer et de posséder des objets, qui disent que l'extrême droite, c'est une solution à l'injustice sociale et à l'insécurité, qui disent que ce qui se passe à Gaza, bah, ils l'ont bien cherché, et puis si jamais t'es pas d'accord avec ça, c'est que t'aimes pas les juifs, qui disent que les Noirs et les Arabes, ils nous font chier quand même, ils sont relous. Donc tous ces messages en fait qui sont omniprésents partout, c'est un pattern dans l'histoire de l'humanité. Ça divise les gens, ça fout la haine aux gens, ça les met en colère, ça les rend ignorants. Et à la fin, il y a des psychopathes, il y a des sociopathes, il y a des pervers narcissiques qui sont au pouvoir et qui décident pour nous tous. Et c'est un pattern. À chaque fois que c'est arrivé dans l'histoire de l'humanité, c'est aussi en grande partie parce que les personnes influentes fermer leur gueule, en fait, laisser faire. Et ça, c'est un putain de problème qui est en train de se reproduire aujourd'hui. Donc le but du jeu, c'était de sensibiliser les artistes au pouvoir qu'ils ont, justement d'ouvrir leur gueule et de créer un contre-pouvoir de narration, un contre-pouvoir médiatique. D'ailleurs, sur le site Chaka Ponk, ça fait longtemps que sur chakaponk.com, on parle plus de Chaka Ponk. On a parlé beaucoup de Gaza, on a parlé beaucoup de Sea Shepherd, et là, on a fait juste une page avec une liste, je pense, avec tous les médias indépendants, les lanceurs d'alerte, les ONG, les associations qui vont justement dénoncer la corruption du gouvernement, qui vont expliquer tout ce qui se passe économiquement, socialement et politiquement dans ce pays, qui vont dire la vérité en fait. Et le but du jeu, c'est qu'au moins les artistes, quand il y a un message permanent qui dit par exemple que l'extrême droite c'est super, que quand tu as des centaines de milliers de gens qui te suivent et qui t'écoutent, voire des millions, tu dises pas, face à ce message, eh ben moi j'ai fait un disque. Non mais, ou alors le disque condamne l'extrême droite. Mais donc c'était de dire, putain, ne faisons pas la même connerie qu'à toutes les époques de l'humanité. Utilisons, parce que maintenant on a des réseaux, tous, et donc on peut tous ouvrir nos gueules, utilisons ces réseaux pour contrebalancer ces messages et pour dénoncer en fait. Et donc relayer le travail de ces gens, tous ces médias justement qui font un travail remarquable, relayer sur ces réseaux sociaux, utiliser son micro sur les scènes de concert, dans les festivals pour dénoncer ces gens-là et puis pour faire avancer les choses et pour contrebalancer ce narratif médiatique qui est en train de faire, encore une fois, arriver au pouvoir des gens qui vont tout détruire. Donc, si vous êtes influent, n'hésitez pas à ouvrir votre gueule. Le message de Fra, merci. Kevin, on va revenir à toi. Moi, j'aime bien aussi cette question parce que tu l'as découvert, tu me l'as dit tout à l'heure. J'ai aussi un média humoristique, je vous en ai parlé d'ailleurs tout à l'heure. Il y a pas mal de gens qui connaissent aussi dans la salle, qui fait passer des messages. Donc, si jamais tu es en galère sur cette question, n'hésite pas à me dire, je pourrais répondre à ta place. L'humour est-il un moyen comme un autre de transmettre des messages sur la société ou a-t-il un poids particulier? Et c'est une question pertinente. Totalement, bravo. On est d'accord. L'humour, c'est intéressant parce que ça permet de faire passer des messages quand tu le fais bien, sans que ce soit trop grillé, et puis tu sèmes une graine, et à la fin tu dis « Ah putain, c'est pas con ce qu'il a dit », et ça permet parfois de... En fait, l'art en général permet de créer de l'empathie, peu importe la forme, et donc de te mettre à la place de quelqu'un d'autre. L'humour, en l'occurrence, tu vois, quand tu vois, par exemple, moi, je sais pas, personne n'a la même vie que moi, et inversement, donc tu vas entendre un gars qui va te raconter quelque chose, il a de l'humour, il te fait rire, et puis derrière, il y a
a des messages qui passent. Ah bah je comprends maintenant, tu vois, j'avais jamais rencontré un mec comme lui, et puis maintenant j'arrive à comprendre un peu plus ce qu'il ressent. Je pense que c'est ultra important d'utiliser l'humour comme toutes les autres formes d'art, mais l'humour a ce truc un peu de espèce de fibre optique qui permet de faire passer les messages encore plus facilement. Je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir avec la politique, mais c'est pour vous montrer à quel point j'ai très vite compris que en tant qu'humoriste, j'avais un super pouvoir. C'est quand je bossais chez Mondial Assistance. En fait, ils étaient tous au courant qu'à côté, je faisais de la scène. Et vous savez, dans les boîtes, souvent, une fois par an, on fait une fête, enfin, un truc d'entreprise et tout. Ils privatisent un lieu et tout le monde est bourré. Et donc, il m'avait demandé de faire un petit spectacle parce qu'il savait que je faisais de l'humour. Alors, j'ai écrit un sketch sur tous les gens de mon plateau. Et j'imitais tout le monde, etc. Et à un moment, j'ai imité notre responsable, Patricia, qu'on appelait Sarkozette entre nous, parce que, en fait, parce qu'elle était un peu petite, qu'elle avait des hauts talons et qu'elle était tout le temps en train de dire bonjour sur le plateau, mais vraiment de façon très solennelle. Elle était là, bonjour, bonjour, bonjour. Et on se dit, mais pourquoi elle est comme ça? C'est bon, on est chez Mondial Assistance. Et donc, à un moment, je l'ai imité dans ce sketch. Tout le monde était mort de rire. J'étais bonjour, bonjour. Et à la fin, elle vient me voir, elle me dit, mais vous me voyez vraiment comme ça? Et j'étais là genre, bah Patricia, c'est vrai que t'as cette façon, un peu, tu sais, je me chiais dessus. Et alors que sur scène, j'étais en confiance. Et le lendemain, on retourne au taf, et là, Patricia arrive sur le plateau, et grand sourire, elle était là, bonjour, bonjour. Et je me suis dit, bah ouais, en fait, avec l'humour, j'ai réussi à faire passer un message. Elle s'est décoincée, et puis elle nous a dit bonjour normalement. Et donc, quand j'ai compris ce truc-là, je me suis fait, c'est-à-dire que même en politique, ça peut marcher si on sensibilise sur d'autres sujets. Et j'ai eu la chance de temps en temps, au cours de ma vie, d'avoir des retours. Parce que, au bout d'un moment, tu t'adresses à tellement de gens à travers les réseaux, etc., que tu sais pas si tu as un impact réel. Et puis, tu as 1 ou 2 ou 3 témoignages de gens qui vont dire « Ah, bah, tu sais quoi, moi, à l'école, il y avait plein de gens dans ma classe. J'habite à Clermont-Ferrand. Je suis la seule rebelle de mon collège. Et à chaque fois, j'entendais des gens dire des trucs sur les musulmans, machin, Et j'ai ressorti 2-3 phrases sans dire que c'était les tiennes, de vannes que tu avais sorti pour débunker un peu le regard raciste sur les trucs et tout. Et genre, ils ont tous fermé leur gueule et ils m'ont dit « Ah, j'avoue, t'as raison et tout. » Donc, merci Kevin d'avoir fait ce sketch-là. Et je me suis dit, putain, là, c'est fort. Donc, si t'arrives à changer potentiellement le quotidien d'une personne, t'as déjà gagné. Donc, maintenant, on est beaucoup d'artistes. Si tout le monde a conscience de ce pouvoir-là, bah, on peut soulever des montagnes, quoi. Merci Kevin, merci Avec pour plaisir. cette réponse. J'ai même pas eu besoin de te secourir. Je suis très fort là-dedans. Ouais. Il était très bon là-dedans. Nikou, on va revenir à toi. Donc, on va revenir à cette question qu'on a abordée tout à l'heure. Peut-être aller un peu plus en profondeur. Quelles conséquences, justement, y a-t-il eu pour toi et les artistes avec qui tu as signé la tribune pour te désolidariser de la programmation d'Amir? Est-ce qu'il y a eu vraiment des conséquences sur ta carrière artistique ou sur ta vie personnelle derrière? Je pense que les conséquences, on les mesurera dans les années qui viennent. Donc si vous ne me voyez plus nulle part, c'est qu'il y en aura eu. Mais non, en fait, je vais en profiter pour rebondir un peu sur ce que vous avez dit jusqu'ici. Tu seras peut-être pas invité à la Riviera qui sera construite par Trump et Netanyahou à la place de Gaza. Grand bien m'en fasse. C'est possible. Mais non, en fait, je pense que oui, les artistes peuvent prendre conscience du pouvoir qu'ils ont, etc. Mais là, on parle quand même d'un top peut-être 5% des artistes qui ont ce niveau en fait de notoriété, etc., où ils ont une certaine liberté. Mais la majorité des artistes n'ont pas forcément cette liberté, sont dans une démarche de convaincre des personnes plus puissantes qu'elles pour arriver juste à exister en tant qu'artiste. Et donc, en fait, il ne suffit pas de vouloir exprimer une opinion et défendre toutes ces causes-là, etc. Pour le faire, la réalité est beaucoup plus compliquée que ça, je pense, pour la majorité des artistes. Et donc, moi, je l'ai fait parce que de toute façon, c'est cohérent avec le style que je fais. Mais il y a beaucoup d'artistes qui, de par rien que leur parcours d'émancipation pour arriver à la position à laquelle ils sont, qui est encore parfois très fragile, n'ont pas ce luxe de se dire « Ok, maintenant je vais prendre une position forte sur telle ou telle question », parce que rien que le fait d'exister dans le paysage culturel, c'est quelque chose c'est déjà une réussite en soi. Et donc, moi, les conséquences, elles étaient vraiment sur les réseaux, mais ça, je pense que c'est assez classique d'avoir des raids comme ça de sionistes ou de fachos qui viennent en gros nous dire en quoi ils n'aiment pas ce qu'on fait ou ce qu'on dit.
Mais de nouveau, je suis dans une position assez privilégiée, juste en tant qu'homme blanc, parce que les artistes racisés ou femmes, parce que moi, par exemple, ils me disaient juste, ouais, ce que tu fais, c'est de la merde. Bon, ok, à la limite. Vous pouvez bien imaginer ce que les autres ont si on les attaque sur les caractéristiques qui sont leurs origines ou leur genre. Et donc après, sur les conséquences autres, oui, on l'a vu en fait. Il y a eu pas mal d'artistes entre le début des discussions qu'on a eues, où on était beaucoup à se poser la question de qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait. À la fin, dans les co-signataires, il y a eu peut-être une personne sur 4, ou une personne sur 3. Et puis après, sur ces personnes qui ont sur scène réellement porté des actes forts ou eu un discours, etc., on réduit encore la proportion. Donc, en fait, les conséquences, elles sont aussi en amont. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu des formes de pression ou bien des conseils bienveillants de « Ah, tu sais, ça peut avoir des répercussions sur ta carrière, etc. » Et du coup, qui se sont rétractés. Qui se sont rétractés. Ouais. Et donc, c'est pas une question de volonté ou de ne pas avoir conscience de l'impact qu'elles peuvent avoir, mais simplement d'un ensemble de contraintes qui font que la majorité des artistes sont dépendants d'un système et que prendre des positions fortes, c'est potentiellement se tuer en tant qu'artiste. Et donc, j'invite évidemment les gros artistes à prendre des positions, mais je serai plus tolérant et compréhensible avec les petits artistes qui ne le font pas. Et même les gros, en fait, il y a un ensemble de raisons qui peuvent faire qu'ils ne peuvent pas juste prendre position comme ça, quoi. Voilà. Ouais. Merci, Nico. Alice, on va revenir à ton livre, si tu veux bien. Qu'est-ce qui t'a donné justement l'envie d'écrire un livre sérieux après avoir fait des chroniques et des podcasts un peu plus légers, quoique tout aussi engagés? En fait, c'est plutôt l'inverse. Moi, je viens de la recherche au départ. J'ai fait une thèse en philo, c'est pas l'humour, l'université, tout ça. Et en fait, c'est justement ça qui m'a manqué. Il y avait des réflexions passionnantes, mais qui manquaient un peu de vie, un peu de joie. Et je trouve que c'était important dans la société qu'on veut construire ensemble, il me semble que c'est important de se dire que cette société, elle est désirable, qu'on rigole. Voilà, contrairement à ce que disent les gens de droite, on sait rigoler à gauche. Et voilà, et en fait, pour moi, les deux sont pas vraiment opposés. C'est ce que tu disais, Kevin, d'ailleurs, sur la question de l'humour. L'humour a beaucoup d'effets. L'humour fait évidemment énormément réfléchir. L'humour désarçonne. Et donc, il y a un geste qui est très proche, en fait, entre l'humour et la philo. C'est un geste de questionner, de désarçonner, de faire un pas de côté. Il y a beaucoup de réflexions sur la philosophie du rire, la philosophie de l'humour. Le rire, ça peut être utilisé pour consolider le pouvoir. C'est souvent comme ça, d'ailleurs, malheureusement, que l'humour est utilisé. Mais ça peut être aussi un formidable outil de subversion. On va rire des puissants. Historiquement, ça a toujours été comme ça. Il y avait le carnaval et les bouffons qui étaient là pour subvertir les normes, pour subvertir l'ordre social. Et c'est un peu, je pense, ce que tu fais toi dans ta pratique humoristique. Kevin, je parle peut-être à ta place, mais j'ai l'impression que... moi, je suis très humour de droite. Donc, non, je rigole. Non, mais je suis d'accord. Oui. Mais en fait, il y a vraiment des proximités entre l'humour et la philosophie. Pour moi, c'est deux façons de pratiquer... De questionner l'ordre existant, d'envisager un avenir alternatif. Donc pour moi, il n'y a pas cette opposition. Et donc la philosophie que je fais dans les chroniques sur la dernière, où je fais des blagues, parce qu'en fait, c'est quand même sympa de rigoler, et c'est sympa de poser des questions. Là, je fais un livre effectivement plus sérieux, un essai où je ne fais pas des blagues dedans. Mais pour moi, il n'y a pas une séparation très claire entre les deux. Et surtout, si je veux vraiment que la philosophie soit dans le monde et dans la société, il faut qu'elle embrasse l'intégralité de ce qu'est un être humain. Et un être humain, ça aime bien rigoler, quoi. Merci, Alice. Le pont entre philosophie et humour. Merci pour ta réponse. Fra, on va revenir à ta participation justement à l'impulsion de la mobilisation All Eyes on Gaza, oui, avec l'UNICEF en faveur des enfants de Gaza qui meurent sous les bombardements ou de faim. Voilà, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus ? Justement, ça rebondit sur ce que tu viens de dire par rapport à la... Et je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait que les artistes ne sont pas là pour faire de la politique. Ils ne sont pas formés. C'est des gens qui sont là pour vendre du rêve et justement faire des choses qui sont plutôt assez chouettes. Et c'est compliqué de s'engager dans des combats quand on n'a pas prévu, en fait. Quand on a prévu, quand on est fait pour ça, quand on est taillé pour ça, c'est plus simple.
quand on s'est dit, moi dans ma vie, c'est des tourbus, des copains, de la bière et du rock'n'roll, c'est vrai que mettre un drapeau palestinien sur scène tous les soirs, c'est compliqué. Mais, et je vais aussi, tu vas comprendre, il y a un lien avec la question. Le problème, c'est que oui, c'est vrai que on n'est pas taillé, on n'a pas l'ADN forcément. Il y a des artistes qui l'ont, hein. Mais on n'a pas forcément l'ADN pour d'un seul coup se dire maintenant il va falloir que tu dises des trucs à la télé, dans des trucs en direct à la radio où tu peux dire une connerie monumentale et te fermer et terminer ta carrière en fait. Ça c'est clair, c'est un récit. Quand on a lancé Gaza, c'est pas nous qui avons lancé Gaza, hein. Et quand on a lancé l'opération avec l'UNICEF pour Gaza, évidemment, ça a été exactement le truc auquel on s'est heurté, c'est qu'on, et en plus c'était au tout début parce que ça s'est lâché maintenant. Et au tout début, c'était genre tendu, mais à un point. Est-ce que vous avez lancé ça quand? Il y a eu comment s'appelle cette actrice géniale qui avait fait le vidéo justement pour la Palestine, j'ai oublié son Manon Azet? Oui, elle avait fait un truc justement avec l'UNICEF où elle faisait exactement ce qui se passe là-bas concrètement en refaisant tout ce que personne ne savait vraiment ou n'avait envie de savoir sur la condition réelle de ce qui se passe en Palestine depuis toujours. Elle a fait cette vidéo, tout le monde disait qu'ils étaient mortes. C'est fini pour toi et tout ça. Et nous, on arrivait juste après, justement, on voulait faire un truc avec elle, mais c'était trop tard. Et juste après ça, donc assez rapidement, on se lance sur l'opération avec l'UNICEF, on contacte pas mal d'artistes. Donc Pierre-Emmanuel Le Marais, d'ailleurs, qui a dit oui instantanément, avec sa femme incroyable, quand il était dans les premiers. Et tous les mecs disaient, ou tous les artistes disaient, mais t'es malade. J'ai plus de carrière après ça, moi, c'est fini pour moi. Autrement que le risque que je prends, et je peux perdre plein de followers et tout ça. Et en fait, ce qui faisait que ça passait au bout d'un moment pour certains, et ça a été le cas de Nagui, par exemple, parce que Nagui nous a beaucoup aidé là-dessus. Je lui dis, mais c'est quoi le risque que tu prends, toi, par rapport au plus là-bas, par rapport à ce que tu dis, ces gosses, c'est quoi ton risque? Le risque, c'est que franchement, et dans tous les combats, c'est pareil. Quand on tient des artistes sur scène, quand il y a les européennes où l'extrême droite était vachement loin, je dis putain, mais tous les gosses qui ont voté pour l'extrême droite à ce moment-là, c'est des gosses qui sont abonnés à tous nos réseaux sociaux depuis des années. Comment ça se fait qu'avec notre discours, ils se sont mis à voter extrême droite? Qu'est-ce qu'on a foutu? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait en fait? Et donc, je leur disais, je sais, tu prends un risque. Il y a peut-être des mecs dans le public qui vont te dire les insultes. Tu vas peut-être perdre des followers. Mais est-ce que c'est aussi grave que si l'extrême droite arrive au pouvoir? Parce que si l'extrême droite arrive au pouvoir, pour la culture, c'est mort. C'est terminé pour notre gueule. Donc le risque que tu prends de perdre les followers pour risquer ta carrière, par rapport à ce qu'on risque tous vraiment, c'est rien du tout, quoi. Parce qu'ils vont carrément t'enlever ton compte. Hein. C'est clair. Non, mais en fait, c'est ça, et c'est ce qui permet à des artistes, enfin, des gens influents, pour un peu les chocottes en se disant, putain, je risque un truc, de se rendre compte de la réalité du monde. Et ça, c'est un truc que dit Aurélien Barraud, que j'adore. Il dit, en fait, les solutions techniques pour trouver des solutions à l'effondrement écologique ou à ce qui se passe politiquement ou socialement aujourd'hui, à cause des politiques en place, c'est pas des solutions techniques qu'il nous faut, c'est que les gens se reconnectent avec la réalité. Et la réalité dans le monde du spectacle, la réalité dans le monde des influenceurs, c'est que si on continue à avoir peur d'ouvrir notre gueule, ce qu'on va subir après tous, et tous les followers vont le subir, tous les mecs qui sont abonnés à ton compte, tu les protèges en ouvrant ta gueule en fait. Et en justement passant les bons messages, et en prenant le risque de perdre 2000 mecs, alors que t'en as eu 100 000, pour sauver ce putain de pays, pour sauver l'humanité, pour sauver l'éthique en fait. Ça vaut vraiment le coup de le faire. N'hésite pas. N'hésitez pas, on va revenir mieux les colliers, si tu l'es bien. Quels sont les sujets justement qui t'habitent le plus dans tes productions artistiques? Par exemple, le sujet des fake news que tu as traité dans ton premier livre, est-ce que c'est quelque chose que tu traites souvent? Est-ce qu'il y en a d'autres qui reviennent? Est-ce que c'est un peu malgré toi? Est-ce que c'est voulu? Voilà, cette question m'intéresse. Je pense qu'elle intéresse aussi. J'espère. Le sujet qui revient souvent, ça va être l'inégalité de traitement en fait entre deux personnes. Voilà. Peu importe dans quel contexte et ce qui se passe actuellement avec par exemple le traitement médiatique
d'une info par des médias versus d'autres, moi ça me rend dingue de voir comment on peut très vite dénigrer quelqu'un en raison de sa communauté, de son genre, à travers des médias qui vont encore orienter leurs propos. J'aime bien analyser, tu sais, la façon dont on parle, le conditionnel qu'on veut utiliser ou pas, etc. Moi ça me rend ouf. Et en vrai, c'est, je crois, le truc que je tiens depuis toujours et que je traite chaque semaine là, sur Twitch dans mon petit podcast, c'est que à chaque fois je prends des morceaux de chaînes d'infos et je vois comment ils traitent d'un sujet. Et quand tu les mets côte à côte, t'as l'impression que on leur a envoyé une newsletter le matin en leur disant ah ça c'est les mots à choisir, hein, que tu prends dans la boîte. Et T'en prends plusieurs que tu mets côte à côte. ça m'arrive quand j'ai Sur le même sujet. Ouais, voilà. Et tu te rends compte que il y a une inégalité de traitement. Bah oui, et en fait ça crée. En fait pour moi c'est je me concentre vraiment parce que je suis pas un tautologue et pour moi vraiment ma passion c'est les médias et je me concentre vraiment sur ça parce que tout part de là entre guillemets sur certains sujets, c'est-à-dire que tous les jours dans les médias les plus importants, tu entends qu'une partie de la population, en l'occurrence, que tu entends que c'est les pauvres qui plombent l'économie et que les prestations sociales, ça coule l'économie, etc. Au bout d'un moment, moi, j'ai discuté avec des gens dans mon entourage et dans ma famille qui me disent, ouais, mais t'as vu, tous ceux qui travaillent pas, ils coulent et tout. Et tu leur dis, non, mais tu sais que c'est pas ça la réalité. Non, on le sait tous et tout. Et tu vois des pauvres qui défendent des ultra riches en disant que c'est à cause de gens plus pauvres qu'eux qui sont pauvres. Et tu te dis, mais comment qu'on arrive à là? Le storytelling. C'est le storytelling. On se raconte une histoire. Et moi, j'adore analyser les façons dont les médias racontent des histoires parce que je me rends compte que quand ils racontent une histoire, ils la racontent mal. En plus, avec des phrases type, non, mais tout le monde le sait, mais tout le monde le sait. Et c'est devenu un argument, c'est mieux que IFOP ou c'est tout le monde le sait. Non, mais c'est très bien, mais on le voit. Et ça, je me dis aujourd'hui, et j'arrête là dessus. Il y a un livre d'ailleurs qui parlait de ça. J'ai plus le nom du gars et son nom de famille c'est Taleb. Et en fait c'est un Britannique. Et il expliquait que pourquoi aujourd'hui on ne doit pas écouter quelqu'un qui ne risque pas sa vie. C'est très drôle comme take qu'il prend. En fait, il dit pour les journalistes, pourquoi certains il ne faut pas les écouter, c'est parce qu'ils ne risquent pas leur vie quand ils te disent quelque chose. Alors tu dis pourquoi il dit ça? Parce qu'en fait, en gros, un journaliste s'il te dit n'importe quoi, il n'y aura pas d'incidence sur sa carrière, il aura son salaire à la fin du mois, il n'y a pas l'ordre des journalistes qui va lui retirer sa carte de presse, etc. Concrètement, en fait, il ne perd rien à vérifier ou pas une info. Donc quand tu joues pas ta vie, en fait, c'est pas grave, tu laisses passer les trucs et tout. Alors que quand toi, tu joues ta vie et que tu dois défendre une idée ou que tu dois juste remplir ton frigo, etc., tu réagis pas pareil. Tu vas faire super attention. Et tant qu'on a des gens qui, en face, ne joueront pas leur vie à déontologiquement être clean et à dire des choses sourcées, factuelles, on arrivera à cette dérive dans laquelle on est, où tu as justement dans mon entourage des gens de la classe moyenne ou populaire qui défendent des ultra-riches, par exemple, tu vois. Et là, tu dis, ah ouais, putain, le travail... Et qui attaquent les gens comme eux. Et qui attaquent les gens comme eux. C'est fou. Non, Moi, c'est pour te dire, en banlieue, parce que je viens de banlieue parisienne, et j'ai vu vraiment le climat se retourner en 10-15 ans. J'ai vu vraiment des gens passer de gauche à l'extrême droite. Aujourd'hui, je vois même des musulmans en banlieue parisienne qui disent qu'ils vont voter pour Marine Le Pen. C'est quand même hallucinant, alors qu'elle fait la guerre à l'islam. J'ai même entendu des Arabes avec l'accent du bled me dire il y a trop d'Arabes en France, c'est pas normal, il faut voter Marine Le Pen. Et ça, j'étais halluciné parce que c'est des choses que j'entendais pas il y a 10-15 ans. Je me suis dit comment ça a pu se retourner comme ça. Et on en revient aussi à ce que tu disais tout à l'heure. On se demande ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qui s'est passé et évidemment quel rôle on a nous en tant qu'artistes et que gens influents, parce qu'on a un public et donc on est responsable quand même un petit peu de ce qu'on raconte. Mais c'est quand même une question hyper intéressante. Ah, totalement. Et je voulais juste en profiter aussi pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Nico, sur les artistes. Et je souscris totalement à tout ce que tu as dit, parce que tu as raison. Là, ça donnait l'impression on jetait la patate chaude sur les artistes en mode engagez-vous, sinon vous êtes des merdes. Alors qu'en fait, effectivement, moi, quand j'ai commencé, j'ai pas tout de suite été engagé. Et c'est juste qu'avec le temps, déjà, il faut en tant qu'artiste que
au départ, quand tu deviens artiste, c'est pas forcément pour un engagement. Moi, c'était parce que j'avais envie de faire rire les gens et de vivre de ça. Et j'étais trop content. Puis au bout d'un moment, tu sais, tu grandis et puis tu dis, putain, il y a un truc qui est bizarre. Puis tu commences à parler, etc. Donc c'est un cheminement. Et potentiellement, peut-être que je l'aurais pas fait si je risquais de pas réussir à vivre de mon métier. Là, maintenant, c'est le cas, donc je me le permets, etc. Donc il y a vraiment un alignement de planètes qui permet à certains artistes de le faire plus qu'à d'autres. Et je jetterai jamais la pierre à des jeunes artistes de pas se positionner parce que c'est tellement dur, comme tu l'as dit, ce métier. Vraiment, moi, j'ai joué gratuitement dans des endroits mais improbables où on me respectait pas du tout. Justement pour se faire la main, pour faire tes cachets d'intermittent, etc. Donc vraiment, pour le coup, là-dessus, je suis grave d'accord avec toi. On peut pas jeter la pierre aux artistes qui se lancent, et même parfois des gros artistes qui, pour des raisons ou autres, veulent pas se positionner. Après, il y en a certains, évidemment, que j'ai dans le collimateur, mais c'est pour d'autres raisons. Mais voilà, donc je suis d'accord qu'en tout cas, c'est pas une obligation quand tu te lances en tant qu'artiste de tout de suite te dire bon, t'es comment là, tu condamnes, machin. Je suis d'accord avec ça. Non, mais quand tu te lances, c'est mort même. Si tu fais ça, si tu commences à te faire connaître et que tu commences avec des approches politiques ou un espèce de combat social, il y a une grande chance que ça passe pas bien. Hein. Et que ça se passe mal, et puis que tu te fasses lâcher par tout le monde. Moi, là où je mène une croisade, on va dire, c'est qu'il y a vraiment deux cas de figure. Il y a des gens qui disent, et je respecte à mort, hein, qui disent, moi, j'ai la trouille, en fait. Quelqu'un qui a la trouille, tu dis, c'est normal, si t'as la trouille, tu vas pas y aller. Mais là où j'ai un problème, c'est quelqu'un qui me dit, moi, je trouve que c'est inadmissible ce qui se passe en Palestine, au Congo, au Soudan, peu importe. Ce qui se passe politiquement dans ce pays, c'est inadmissible, ça me dégoûte. Et dis-le. Parce que la raison pour laquelle ils le disent pas, c'est pas des raisons de. Personne va perdre sa carrière en disant ça. Hein. Regarde, pour la Palestine, au début, tout le monde fermait sa gueule. Qu'est-ce qui a fait que maintenant le vent a tourné? C'est qu'il y a eu de plus en plus d'artistes qui ont commencé à vraiment dire les choses sur scène, et que les gens ont commencé à se dire, putain, mais il y a un truc chelou dans cette histoire de Gaza là quand même. Il y a un message bizarre. Et le fait que certains le fassent a entraîné les autres à le faire. Et ça a fait un super effet boule de neige. Les artistes qui disent, encore une fois, des gros artistes qui sont implantés risquent rien. Un mec, je cite personne évidemment, mais un mec qui est implanté, en tout cas dans ce pays, et qui va commencer à prendre des positions sur des inégalités. Hein. Je ne parle pas de dire des choses. En l'occurrence, il y a plein d'influenceurs qui bossent pour le Front National. Hein. Et ils bossent tout le temps. Eux, ils n'ont pas peur de perdre leur carrière. Ils y vont, ils bastonnent les informations. Il y a plein de gosses qui croient ce qu'ils racontent. Ce que tu racontais par rapport aux gens là, qui disent « j'ai voté Le Pen », c'est parce qu'ils entendent des influenceurs cool qui disent des trucs, ils disent « putain, mais c'est inadmissible ça », et ils croient à ces messages. Donc moi, le problème que j'ai, c'est pas les petits artistes, et j'ai plein de discussions avec beaucoup d'entre eux, en disant « faites gaffe quand même, parce que c'est tendu », mais les gens qui sont installés, qui n'ont pas grand-chose à perdre, et qui sont surtout outrés par ce qui se passe, ils pensent que ça ne sert pas à grand-chose d'en parler, en fait. C'est ça l'erreur. Là, il faut franchir le truc. Et il y en a plein qui se sont lâchés sur la Palestine et qui ne voulaient pas en parler aujourd'hui. Et je pense que ça va faire un bien fou à ce combat, justement, pour que les gens comprennent ce qui se passe vraiment là-bas. Et donc, évidemment, dans ce cas-là, je pense que les gars, ils risquent pas grand-chose. Et ça peut aussi encourager les autres à le faire. Oui. Nikou, donc toi, tu t'es déjà engagé publiquement pour une cause avant cette affaire. Est-ce que tu serais prêt à le refaire? Est-ce que aussi tu le fais dans tes chansons? Parce que je connais pas très bien ton univers artistique. Du coup, ouais, moi en fait, c'est juste par souci de cohérence, et même au final, moi, mes chansons sont éminemment politiques. Enfin, j'aborde des sujets sociétaux. Et j'ai dans mes textes frontalement des textes qui justement qui parlent de la situation en Palestine, etc. Donc au final, par exemple, tu parlais du fait que quand tu es un petit artiste, ça peut être plus dangereux, oui, mais typiquement moi, dont le cœur même du projet est politique et est de m'engager, c'est différent parce que c'est un créneau spécifique, et en l'occurrence, je pense qu'il y a un intérêt à être totalement cohérent et franc dans mon approche. Et c'est là-dessus que ça va bien se construire, justement. Et après, oui, personnellement, je me suis déjà engagé pour différentes causes, et je le referai. Ouais. Enfin, J'ai une question, si je peux poser une question. Ouais, vas-y. Ouais. Qu'est-ce qu'il a répondu, Amir, à tout ça? Alors,
Il a eu une Ouais, réponse officielle ou un truc? Bah donc il a eu une réponse sur scène qui, la majorité des gens disaient ah t'as vu, il a quand même bien répondu, il a été bien médiatrainé. Oui, à part si tu sais vraiment lire entre les lignes et j'ai l'avantage d'avoir plein d'amis très doués là-dedans. Et en fait, il a commencé son discours, sa prise de parole en disant Juste avant son set musical. juste avant son concert ou pendant son concert. Ok. En disant voilà, je respecte les personnes qui s'opposent à moi, mais je pense que c'est important de maintenir un dialogue, etc. Et puis il a continué sur un discours la paix dans le monde, Miss France, etc. Mais en fait, ce qu'il a fait en commençant son discours par là, c'est décrédibiliser complètement l'argument de l'antisémitisme. À partir du moment où il nous respecte pour les positions qu'on prend et pour le combat qu'on mène, alors soit il respecte les antisémites, mais alors là il y a quand même un petit conflit d'intérêts un peu bizarre, soit il admet que notre démarche elle n'est pas antisémite. Et donc en faisant ça, il nous accorde justement l'argument de nous c'est une démarche politique et il n'y a aucune haine, il n'y a rien de tout ça. Et donc ça nous a, enfin moi en tout cas je trouve que c'est justement une belle reconnaissance de sa part malgré lui. Et ça me fait un peu penser à Guillaume Meurice, il ne faut plus citer le nom, mais bref, Guillaume Meurice qui avait dit dans une interview, je pense, France Inter, en fait, soit vous me virez parce que vous considérez que c'est antisémite ma blague, soit vous me soutenez, mais vous ne me demandez pas de m'excuser, parce que si je m'excuse, ça veut dire qu'il y a quand même un fond de problème, et alors c'est pas le cas. Et là, en fait, ce qu'a fait Amir, c'est un peu la même chose, c'est qu'en disant qu'il nous respecte, il admet que c'est pas antisémite. Et après, en disant qu'il faut le dialogue, etc., bah, moi, je suis tout à fait d'accord. C'est l'idée de la démarche. Et vouloir la paix, c'est pas une fin en soi. Il faut se poser la question des moyens qu'on met en place pour l'obtenir. Et juste une petite question, est-ce que toi, tu l'as croisé, est-ce que vous en avez discuté en off dans les loges, à part ce message qu'il a dit publiquement? Non, mais alors là, on entre encore dans autre chose, c'est que ils ont je pense que... Alors je sais pas, de nouveau, Amir, moi j'ai absolument rien contre lui, je sais pas si c'est ses équipes ou quoi, mais il y a une démarche un peu performative de, comme ils disent que notre approche est antisémite, ils se mettent dans une position de danger, et donc il était blindé de flics, quoi. Et ça a amené une ambiance super bizarre où il y avait plein de flics avec des fusils d'assaut dans les backstage. Il y a le batteur d'une artiste... en fait, il accompagnait plusieurs artistes qui s'est fait fouiller, main dans le dos, etc., juste parce qu'il a récupéré sa batterie, parce qu'il y avait un climat de tension extrême sur base d'un sentiment en fait qui n'est absolument pas prouvé. Enfin, je veux dire. Il n'y avait pas eu de menace, quoi. Non. Et donc mettre 10 flics dans les loges, c'est dire ah oui, ok, il y a une vraie menace, mais en fait non, genre il n'y a rien du tout. Donc ouais, c'est dingue. Donc si t'avais essayé de lui poser une question en off, t'aurais pu te prendre une balle de Uzi, quoi. Non, je pense pas. Et j'ose espérer qu'on pourrait avoir une discussion fidèlement à ce que lui amène, en fait, en disant qu'il faut un dialogue. Mais nous, c'est justement le cœur de notre propos. C'est qu'on considère qu'il faut un dialogue, et le dialogue, il doit mener à une remise en question des positions qu'il a prises en faveur d'un gouvernement génocidaire. C'est ça l'idée. Ouais. C'est pas de dire que c'est un artiste nul. C'est juste, ok, nous on n'est pas d'accord avec ta prise de position et on est prêt à en débattre. Donc après sur scène dire il faut débattre, bah ouais, c'est ce qu'on propose de faire, donc allons-y. Ok, bah merci pour ta réponse. Je suis désolé, j'avais une question de plus pour chacun. Et Alice, je sais que tu tenais à y répondre, mais on m'a fait signe qu'il fallait que je passe aux questions avec le public. On a dépassé le temps. Donc je suis désolé, j'avais une question hyper pertinente pour chacun, mais je pourrais vous filer ma fiche si vous voulez. Après, ils seront dans le festival, donc vous pourrez leur poser si vous voulez, ou discuter avec eux. Ils seront évidemment disponibles parce qu'ils seront très disponibles. Et du coup, on va passer aux questions dans le public. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de poser des questions à nos invités ici? Excuse-moi, juste, elle a levé juste avant. Tu peux... j'arrive. Bonsoir, merci beaucoup pour toutes ces interventions, c'est absolument passionnant. J'avais une question concernant la formation en fait des artistes. Je vois que, voilà, c'est une question, comme vous êtes des artistes qui ont beaucoup de notoriété, je vois qu'il n'y en a aucun qui parle de la seule institution publique qui donne de l'enseignement aux enfants, aux adolescents et aux adultes, c'est le conservatoire.
Et je remarque, parce que je viens du milieu en fait un peu du conservatoire, et je remarque que là-bas, c'est très hors sol et que les engagements pris sont absolument inexistants. Et donc je voulais avoir un peu votre... pardon, c'est pas forcément... voilà, mais je voulais avoir un peu votre vision des choses par rapport au conservatoire, si vous y avez eu affaire. Si oui, dans quelles circonstances, en sachant que c'est la seule institution publique qui permet de donner accès aux personnes qui n'ont pas les moyens au théâtre, à la danse et à la musique. Donc voilà, je voulais avoir un peu votre avis par rapport à ça. Je t'en prie. Merci. Qui a envie de répondre à ça? Faut Non, pas mais que vous répondiez tous les quatre parce que sinon on va pas y arriver. J'ai pas eu la chance d'avoir affaire au conservatoire parce que quand j'ai voulu le faire, j'étais déjà trop vieux. Il y a une limite d'âge. Et je trouve ça trop nul en fait. Vraiment, j'ai jamais compris ça parce que par exemple à Londres, tu peux faire n'importe quelle école d'art dramatique sans limite d'âge et là, bon, il y avait. Donc, je connais des gens qui l'ont fait. Je crois qu'il n'y a pas une diversité incroyable non plus. C'est ce qu'ils m'expliquaient et qu'ils le ressentaient beaucoup. Et c'est tout ce que je peux te dire par rapport à ça. Je sais pas si tu as fait un conservatoire, toi. Non, moi par contre, ça va être peut-être partiellement une réponse ou pas, tu me diras à la fin, mais pour le moment, moi c'est vraiment juste en tant qu'artiste qui fait de la musique, j'essaye d'obtenir une bourse pour financer mon projet, et en fait les critères pour obtenir cette bourse sont tellement élevés, donc il est attendu de nous d'être à un niveau de professionnalisation tel que, en fait, on peut fournir dans notre dossier, je crois que c'est genre 4 à 5 morceaux finis, et ils doivent être d'une qualité mais hallucinante, ce qui veut dire qu'en fait il faut s'autoproduire financièrement pour avoir accès à une bourse dans l'idée de t'autoproduire. Et donc Je me suis fait la même réflexion quand on a essayé de faire des dossiers alors qu'on se lançait. Je dis c'est hallucinant. Et donc il y a ça d'une part, d'autre part c'est tout un jargon quand même bien spécifique, donc il faut être entouré ou avoir eu accès à une formation, un enseignement, etc. de qualité pour pouvoir compléter ces dossiers. Et la troisième possibilité, donc soit c'est s'autofinancer et avoir un capital culturel élevé, soit c'est être déjà, alors sous l'emprise c'est peut-être un peu gros, mais associé à des professionnels qui vont pouvoir se porter garant de l'artiste que tu es ou que tu vas devenir. Mais donc à aucun moment une personne en situation justement, je sais pas moi, précaire ou en fait qui n'aurait pas accès à l'autofinancement doit soit s'associer à des gens, mais donc potentiellement y laisser sa patte, etc. parce que les gens vont après lui imposer tout un tas de choses. Ça veut dire, par exemple, typiquement un artiste serait signé dans un label et donc c'est tenu d'un contrat pour accéder à des fonds qui sont publics et qui sont censés mener à cette émancipation. Donc, en tout cas, sur le point des financements artistiques en général, il y a encore du boulot, moi je trouve. Et ta question, elle était basée aussi sur le fait que dans le corps, enfin dans l'éducation musicale, en tout cas au conservatoire, il n'y ait pas une branche qui prépare aussi les artistes à utiliser un micro pour parler de choses, pour être au courant d'un minimum de choses au moment où ce micro pourrait servir à quelque chose de crucial pour la société, c'est ça? C'est ça, hein? Eh ben oui, ça c'est mal barré. mais même à l'école, en fait. Dans l'éducation en général, c'est l'un des problèmes. On est complètement... on n'apprend pas assez on apprend trop de choses techniques qui sont sûrement utiles, hein, Pythagore, tout ça. Mais l'éthique, le respect les uns des autres, le fait d'apprendre à canaliser sa colère, ses émotions, tout ça, c'est mieux. À mon époque, c'était n'importe quoi. On se prenait des tartes dans la gueule par les profs et tout ça. Donc, au niveau de la colère, on était au taquet. Mais ça permet de faire certaines choses, d'ailleurs, artistiquement. Mais en tout cas, c'est vrai que dans l'éducation, en règle générale, on est dans un truc hyper archaïque, en fait, parce que il faudrait déjà apprendre les vraies choses sur l'histoire, la vraie histoire de l'Afrique, de la Palestine, enfin de tous ces trucs-là, et puis apprendre justement les choses les plus importantes, c'est à se respecter les uns les autres et à avoir justement un lien, à comprendre pourquoi on est stressé, pourquoi on est angoissé, pourquoi on est en colère. Et donc au conservatoire, effectivement, à partir du moment où quelqu'un veut faire de la musique, théoriquement il fait des interviews, théoriquement il va avoir des chaînes de télé, il va parler de lui-même. Oui, mon gros toutou. On a quelqu'un qui veut poser une question à nos invités. Oh, le cucu, on gratte le cucu. C'est bienvenu, mais il a peut-être soif. Hein. C'est ça qu'on fait, on gratte le cucu. Et donc,
Donc oui, ça serait quand même pas mal qu'il y ait une formation. Peut-être qu'il y a ça un peu, comment se former aux interviews, non, pas vraiment. Bah ouais, bah voilà. Donc, mais c'est parce que peut-être que quand ces gens ont créé ces institutions, ils s'attendaient pas à ce que en quelques milliers d'années après notre existence dans l'humanité, on allait faire autant de la merde en fait. Et donc on n'était pas prévu, on n'était pas prêt à ça. Mais c'est vrai qu'il faut faire ça. Il faut que en politique ou dans le système éducatif, il faut que ce soit des nouveaux profils de gens qui soient des humanistes. Alors, moi, je connais... Pardon, allez-y. Pardon. Je connais pas bien le monde du conservatoire. Je connais un peu mieux le monde des études supérieures, où en fait, il y a des institutions un peu similaires, où soi-disant, c'est l'école républicaine qui donne accès à tout le monde, quels que soient ses moyens et son origine sociale. Sociologiquement, c'est faux, souvent. Alors, je pense qu'au conservatoire, enfin, je connais pas les données, mais je pense qu'elles existent, et je pense qu'on peut s'avancer sans trop de crainte en se disant que sociologiquement, ça doit être, comme tu disais, pas très divers. Et du coup, la particularité de ces institutions, c'est que, je trouve, c'est qu'elles ont un discours soi-disant méritocratique et surtout dépolitisé et dépolitisant, disant voilà, on va faire de l'art pour l'art, ou d'autres exemples, ça va être par exemple l'école polytechnique, qui est une école militaire, donc super la dépolitisation, ou l'école AgroParisTech, par exemple, où il y a eu des questionnements dernièrement, où on apprenait aux élèves à être des techniciens, tu parlais de technique tout à l'heure, sans aucune réflexion sur l'éthique et sur les finalités politiques. Et je pense que c'est un peu pareil pour la question artistique, parce qu'on va enseigner des techniques sans s'interroger sur les productions matérielles, les conditions matérielles de production artistique, dont tu parlais complètement tout à l'heure, les finalités, le fait est-ce qu'il faut parler ou pas, est-ce que l'art est toujours ou pas engagé. Moi, je pense, et c'est ça que je voulais dire, enfin, quelque chose qui me tenait à cœur de dire dans cette table ronde, c'est que pour moi, la production culturelle, elle est toujours engagée. Soit elle est engagée parce qu'elle l'est explicitement, et je pense que nous, c'est un peu ce qui nous caractérise, soit elle l'est par défaut, quand elle décide de se taire, et à ce moment-là, elle devient, à mon sens, au service de l'ordre dominant et de l'ordre existant, en fait. Donc pour moi, on ne peut pas échapper à l'engagement. Voilà. Et ces institutions-là, elles prétendent être dépolitisées, et en fait, c'est des institutions au service de la perpétuation du statu quo et des inégalités, et voilà. Je pense. Merci Alice. Peut-être une autre question et après on revient vers toi parce que j'ai vu que tu avais... Ah ok, super. Elle a répondu en avance à la question qu'elle avait posée et c'était la question 4 d'Alice. Ouais, je m'auto-interview, j'ai fait tout Elle a tout fait d'un coup, bravo Et Alice. je pense aussi, je voulais rajouter dans la formation, pour rebondir sur ce que dit Alice, qu'on devrait faire de la philosophie plus tôt. Alors, tout à fait. Et je vous invite à découvrir le travail d'une philosophe extraordinaire qui s'appelle Edwige Chirouter, que j'ai interviewé dans mon podcast. Donc, précipitez-vous sur cet épisode qui est aussi passionnant que bouleversant. Le fil d'actu. Le fil d'actu, je fais vraiment mon auto-promo et tout. Attention. Et elle pratique la philosophie avec les enfants à partir de 4 ans. Et c'est extraordinaire de l'entendre. C'est super important. Et c'est génial. Et elle pratique aussi avec des personnes, des mineurs en prison. Et donc, en fait, elle redonne la parole et de la dignité, en fait, de l'humanité à des personnes qu'on ne laisse pas parler, en fait. Voilà. Petite étymologie quand même. L'enfance, ça vient du latin infans, qui veut dire celui qui ne parle pas. Voilà. Et donc, je me suis complètement enflammée, pardon, mais en tout cas, cette philosophe incroyable, et voilà, elle fait de la philosophie avec les enfants, et faites ça avec des enfants autour de vous, les vôtres, ceux dans la rue, j'en sais rien. Ça va faire chelou, là. Excuse-moi, tu peux venir? J'ai des petits bonbons. Ouais, je suis sûre que si t'as pas de bonbons, ça le fait. Ouais, ça va. Mais franchement, je pense que vraiment, sans être naïve, je pense que vraiment, c'est un des premiers trucs à faire pour changer le monde et la société, c'est d'aller faire de la philosophie avec les enfants. C'est marrant parce que quand j'ai commencé la philosophie en terminale, je me suis toujours dit ça parce que j'ai adoré et je me suis dit mais comment ça se fait qu'on commence pas avant? Et je me suis rendu compte effectivement avec le temps que les enfants étaient souvent beaucoup plus philosophes que les adultes et qu'ils avaient énormément de choses à nous apprendre. Évidemment, ça va dans les deux sens. Et l'éducation consiste principalement à apprendre aux enfants à ne plus poser de questions, donc à abandonner leur esprit philosophique pour obéir à l'autorité, l'éducation, etc. Donc philosophons avec les enfants. Bon, elle a bien fait de s'enflammer, Alice. On est d'accord. On a une petite question par là. Oui,
Merci beaucoup pour la qualité des interventions. Et de la présentation. Et du costume. Probablement. Je voulais revenir un peu sur ce que Fra a dit. Alors j'ai peut-être mal compris, mais du coup je vais quand même revenir là-dessus. Alors ça parle ni de prestations philosophiques, musicales et humoristiques. Ça parlera plutôt de l'art textile. Je vais revenir sur Demna, qui est le directeur artistique de Balenciaga, enfin ex-Balenciaga, maintenant Gucci, qui au dernier défilé Gucci a brandi le drapeau palestinien. Et Fra, tu disais que du coup, il me semble que tu as dit que pour toi, c'est plutôt les personnes déjà très très influentes qui peuvent s'engager et vraiment militer, etc. Moi, j'aimerais que n'importe quel artiste, même pas du tout connu, qui a que 50 followers sur les réseaux sociaux, puisse aussi s'engager. Alors, ma question, je vais la compléter. Moi, ça fait quelques années que je fais de l'art textile, mais j'essaie d'en vivre, donc je fais aussi un peu de commercial. Et j'ai fait pour moi un pull juste pour pouvoir aller en manif avec le drapeau palestinien. Et j'ai fait un petit reel que je fais vite fait sur Canva, que je l'ai posté. Et il a fait 467 000 vues sur Instagram. Et j'ai gagné 3 000 followers. C'était pas du tout le but. Mais donc, est-ce que tu restes sur cette position que pour toi, il n'y a pas de petits... Enfin, il ne faut pas que les petits s'engagent, ou en tout cas que c'est un gros risque pour leur carrière, ou est-ce que du coup, tu penses quand même que peut-être c'est des petits futurs balavoines, futurs Coluche qui peuvent aussi arriver, et, même dans le niveau textile. Non, alors, je ne sais pas si tu connais le milieu textile, mais voilà, c'était ça ma question. Oui. T'as vu la casquette qu'il a quand même. Ouais. Non, je disais pas qu'il fallait pas que les petits ne s'engagent. Déjà, les gens qui... Je disais qu'il y a une question de fibre. Il y a des gens qui, naturellement, qu'ils soient petits... boulanger, enfin peu importe le nombre de followers qu'ils ont et peu importe le métier qu'ils font, en fait c'est pas parce que tu es artiste que tu risques plus. Il y a des mecs qui peuvent, d'ailleurs il y a des commerçants qui se font défoncer leur boutique, ils sont pas artistes, ils ont juste dit un truc à un moment ou mis un petit drapeau dans leur vitrine et ça part en sucette. Donc en fait tout le monde devrait pour lutter contre la puissance de la narration médiatique qui justement raconte n'importe quoi et qui nous pousse à nous diviser et à croire des choses fausses, il faut qu'on s'y mette tous. C'est-à-dire que on est la clé. Les gens au pouvoir, encore en France, qui est censée être une démocratie, sont élus par nous. Donc on est la clé en fait du changement tous. Quel que soit notre métier, quel que soit notre niveau d'influence. Ce que je disais juste, et c'est pour rebondir justement aux discussions qu'on avait, que j'ai tout le temps, régulièrement, des discussions comme ça avec des amis artistes, c'est tout le monde doit le faire, enfin ça serait bien que tout le monde le fasse, mais c'est normal qu'il y en ait qui n'ait pas qui n'ait pas la fibre. Enfin, je sais pas, quelqu'un qui tombe dans la Seine et qui se débat pour s'en sortir, il y a des gens qui diront, moi si je plonge, on va se noyer à deux en fait. Tu vois, ça dépend de la carrure, ça dépend de l'ADN, ça dépend de tout ça. Mais évidemment que tout le monde doit s'y mettre, les petits ou les grands. Mais c'est plus normal que des petits aient peur et suivent le train, parce qu'à un moment ils suivront, plutôt qu'ils soient fer de lance, comme des artistes qui sont vraiment de très haut niveau ici en France et qui risquent en fait pas grand. Alors, ils risquent pas grand-chose par rapport au sujet. Mais non, je dis évidemment que tout le monde devrait s'y mettre, quel que soit son métier, quelle que soit sa vocation, en fait. On doit tous s'y mettre. Mais d'ailleurs, en fait, c'est ce que tu as dit. Hein, parce que tu as dit, en fait, c'est un risque très gros pour eux, mais il n'a pas dit qu'il ne fallait pas qu'ils le fassent. Il a juste dit que c'était un risque très gros, et toi, tu l'as pris. Et ça aurait pu être genre le début de la fin, et au contraire, c'est le début de quelque chose. Donc tu as pris le risque, et t'es l'exception qui confirme la règle. Donc en soi, ouais, c'est trop cool ce qui s'est passé, même si tu l'avais pas... Enfin, c'était pas quelque chose d'anticipé ou de préparé, mais c'est un risque que tu as pris, tu vois. Bon, tu l'as pris, au final, ça a été un risque vertueux, mais ça reste un risque. Et c'est ça, en fait, je pense que je voulais dire. C'était pas de décourager tout le monde, c'était juste de dire, il faut mesurer que ça va être un risque, quoi, tu vois. Ouais, c'est le contraire. Et en plus, il y a risque et risque. C'est-à-dire qu'il y a des sujets comme, là tu parlais de la Palestine qui est risqué, parce que là il y a une espèce de
d'organisation en fait médiatique et politique qui est extrêmement puissante pour continuer encore aujourd'hui à faire peur aux gens, pour pas s'engager pour les Palestiniens. Donc il y a ce truc-là. Et puis il y a des sujets comme l'écologie. Enfin franchement, si tu commences à parler d'écologie en tant qu'artiste, il va pas t'arriver grand-chose. Hein. Franchement, ça va aller dans ta vie. Il va rien se passer de différent. Il y a des sujets comme ça, même l'extrême droite en fait. Bah, tu sais que moi j'ai rencontré beaucoup d'influenceurs qui ont du mal. Je connais un collectif qui s'appelle On est prêt, qui essaye justement d'établir un pont entre des artistes qui ne s'engagent pas sur ces questions-là parce qu'eux sont très axés écologie, et d'autres artistes ou influenceurs qui s'engagent sur ces questions-là. Moi, j'en ai rencontré. On a passé 3 jours ensemble dans un lieu magnifique pour essayer d'échanger et de les convaincre un petit peu à inclure ces questions-là dans leur contenu. Et il y en a énormément qui sont frileux. Ils ont vraiment peur de perdre des followers. Voilà. Mais alors ça, c'est pas risqué, ça. Oui, je sais. Mais pour eux, ils considèrent ça comme un risque. Oui, c'est normal. Oui, c'est pour eux, c'est une catastrophe, mais c'est vraiment pas risqué. C'est beaucoup plus risqué en tant qu'artiste d'avoir un drapeau palestinien ou de dire des choses sur ce conflit, enfin ce génocide, parce que là, ça peut être chaud, mais pas aussi grave encore une fois que ce que vivent les Palestiniens. Mais c'est beaucoup plus chaud. Donc tout le monde doit y aller. Et après, il y a des sujets qui sont quand même, encore une fois, l'extrême droite, l'explosion de cette narration qui dit que l'extrême droite est une solution dans plein de domaines. C'est pas risqué de dire qu'on n'est pas d'accord si on n'est pas d'extrême droite. Parce que si tu es d'extrême droite et que tu dis que tu n'es pas d'accord avec l'extrême droite, tu prends un risque, puisque tu es d'extrême droite. Mais si tu es contre l'extrême droite, tu prends pas de risque du tout. Hein. Tu prends juste le risque que l'extrême droite passe pas au pouvoir. Alice, tu voulais compléter ? En fait, on parle. Alors, je vais faire ma philosophe qui veut définir les termes. Depuis le début, tu fais ta philosophe. Non, mais on parle des artistes depuis tout à l'heure, et en fait, on définit pas vraiment ce que c'est qu'un artiste. Alors, moi, je suis pas sûre d'être une artiste, par exemple. J'en sais rien. De toute façon, il n'y a pas vraiment de définition qui fait consensus ou qui fasse. Enfin, voilà, même en philosophie, définir ce que c'est que l'art, ça fait quand même quelque temps qu'il y a des débats sur la question. Mais je crois que c'est un petit peu quand même dans notre ADN, parce que quand tu regardes les enfants, ils ont tous une fibre artistique qu'on peut après développer ou arrêter ou perdre avec le temps. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'est inhérent à l'être humain, quoi. En fait, il y a différentes conceptions de ce que c'est que l'art et de ce que sont les artistes. Moi, il y en a une que j'aime bien, qui est avec plusieurs. Je vais pas faire du name dropping, mais l'idée de dire que les artistes sont celles et ceux qui doivent rendre visible quelque chose du monde, quelque chose qui est parfois impossible à regarder, qui fait mal et qui force à s'y confronter, quelque chose comme ça. Donc, dans ce cas-là, on a une vision de l'artiste très engagée. Et peut-être à ce moment-là qu'il faudrait faire une distinction entre les artistes et les artisans, qui seraient des producteurs de divertissement, voilà, qui ne seraient pas des artistes. Mais là encore, je fais un peu l'histoire des termes, mais jusqu'à la Renaissance, artiste et artisan, il n'y avait pas de distinction entre les deux termes, en fait. Même le mot art, ça vient de technique. Voilà, donc il y avait un lien très fort entre la production, ce que c'est, comment on produit, et la finalité de ce qu'on produit. Aujourd'hui, on a un peu distingué entre les deux, mais peut-être qu'on pourrait revenir à cette distinction-là, de se dire qu'il y a des gens qui sont des artistes et qui, eux, cherchent justement à faire voir quelque chose du monde, et des artisans du divertissement qui sont juste là pour faire des chansons neutres, voilà, même si je pense quand même que ça contribue à se taire sur l'ordre dominant. Mais bon, il y a peut-être quelque chose à travailler de ce côté-là, je sais pas. Bah, moi j'aimais bien, alors je me rappelle plus qui, mais c'est pas grave, ce qui est intéressant c'est ce qu'il a dit. Il donnait une définition assez forte, je trouve, d'une œuvre d'art fort. Il disait que la base d'une œuvre artistique, c'était évidemment de divertir. Donc ça c'est ce qu'on a à la base, c'est ce que tu dis là. Il peut y avoir que ça. C'est-à-dire que du divertissement. Et on pouvait monter à un niveau au-dessus et dire qu'on éduque, donc on apprend quelque chose à quelqu'un en plus de lui procurer du divertissement. Et il disait qu'on pouvait encore monter à un niveau supérieur et élever la personne. Et élever, je pense, j'ai beaucoup réfléchi, je pense qu'il veut dire par là qu'on peut changer quelqu'un. Et c'est vrai qu'avec certaines œuvres artistiques, on se retrouve profondément changé. Il y a des œuvres qui nous marquent tellement qu'on y pense pendant des semaines, voire des mois. Il y en a d'autres qu'on consomme et qu'on jette aussi vite juste après les avoir consommés.
Donc je trouvais cette définition assez intéressante. Mais c'est vrai que la base, évidemment, c'est le divertissement, mais on peut aller beaucoup plus loin dans l'artistique. Mais après, dans le combat social, on parle d'artistes, mais en fait, c'est les gens influents. Ça peut être un influenceur, ça peut être le champion du monde de mec qui fait des lacets le plus vite, tu vois. Est-ce que c'est un artiste? On ne sait pas. Il est super sympa, je l'ai rencontré. Ouais, il est sympa, et il est vraiment suivi sympa. par 4 milliards de personnes, donc ça peut être des footballeurs, des sportifs. Enfin, c'est des gens qui sont suivis, en fait, qui devraient, dans le meilleur des mondes, pouvoir utiliser ce forum pour dénoncer des choses. C'est pas forcément des artistes. En plus, oui, le sponsor, ça, le placement de produits. Non, mais en plus, l'artiste, il y a un truc qui est différent. Par exemple, le footballeur. Un footballeur, il joue au foot. Pendant qu'il joue au foot, il va pas se mettre à crier des choses sur la Palestine parce qu'il joue au foot. Par contre, dans les interviews, il peut le faire. Mais l'artiste, il peut, avec son art, uniquement avec son art, dénoncer des choses et dire des choses, parler de la société et dénoncer, juste en faisant son travail, en fait. Et ce qui est encore plus fort, on voit qu'un mec comme Coluche, par exemple. Coluche, c'est un humoriste qui, dans ses sketchs, dénonçait les aberrations de la société. Mais quand il était plus sur scène et qu'il était plus déguisé et qu'il était en interview, il continuait, en fait. Et c'est ça qui a rendu les choses fortes. C'est que derrière le flou artistique, les gens, quand tu es artiste, ils t'écoutent. Mais quand tu n'es plus l'artiste et que tu te mets à parler ailleurs, ils t'entendent. Et ça, c'est hyper, hyper fort parce que justement, ils voient quelqu'un tel qu'il est vraiment, être intègre par rapport à son art. C'est une continuité. Oui. Super. Est-ce qu'on a Ça, c'est pas très... C'est pas grave, je suis comédien de théâtre, donc je peux parler très fort. On était super contents de vous avoir. Vous êtes restés malgré le fait qu'on était passé. Ah, on a encore une question. Est-ce qu'on a le droit ou... Une dernière question. Moi, ça me dérange pas, mais... Je peux poser une question ? Allô ? Ouais. Tu peux poser ma question ? Oui, tu peux poser ta question. Moi, c'est enfin, pour moi, Fra. ça me dérange pas. C'est pour Fra, évidemment. Coucou. Donc, Fra, comme tu sais, nous sommes venus vous voir quand même un nombre de fois incalculable. Oui. Nous te remercions énormément pour les graines que tu as plantées, voilà. Merci. Notamment l'écologie, énormément. Oui. La corrida, le combat pour les LGBT, la Palestine. Alors là, voilà, ça, on en parle pas. Il y a eu quelques sujets, oui. Il y a eu beaucoup de sujets et la question en fait c'était, bon évidemment merci pour tout. Et les salles en fait, parce que nous ça fait 25 ans qu'on fait énormément de concerts d'artistes différents et on voit une dégradation en fait dans l'accueil du public et dans les salles en fait. Les salles on a l'impression que c'est devenu... J'arrive pas à mettre le doigt dessus mais... C'est comme on disait tout à l'heure, en fait, on vient pour justement absorber votre énergie. Et souvent, quand on ressort de là, on est presque mis à la porte, en fait. Oui. Et je ne sais pas, est-ce que vous, de ton côté à toi, est-ce que tu te rendais compte, en fait, de la dégradation des salles dans l'accueil, en fait? C'est triste parce que on vient pour passer un bon moment. C'est pour ça que dans les festivals, c'est génial parce que ça n'a pas du tout le même rapport avec le public. C'est très dommage parce que vous, le temps et le bonheur qu'on avait à vous rencontrer après les spectacles, l'humanité, et en fait, quand on sort de là, on se prend presque une baffe. Donc, en fait, oui, le problème, c'est que c'est du business, c'est de l'argent. Voilà, et vous, du coup, par rapport à toi et aux valeurs que tu prenais, est-ce que tu t'es pris des vents par rapport à ça ou ça? Oui, absolument. Nous, on faisait du boycott de Coca-Cola. Alors, Coca-Cola, c'est l'un des plus gros sponsors de la musique et c'est le plus gros pollueur de plastique au monde, donc on trouvait ça bizarre. En plus, plus gros sponsor aussi du sport. Donc entre le sport et Coca-Cola, je vois pas le rapport. Mais bon, bref, ils ont réussi quand même. Et bref, oui, c'est vrai que le sponsoring, les pubs, c'est devenu omniprésent et évidemment, on se battait avec les salles pour leur dire vous dégagez toutes les pubs, vous virez tout ça et c'était compliqué. Et puis on a fait une étude là-dessus, en tout cas sur des zéniths. Évidemment, ces gens vivent avec aussi le sponsoring et les partenariats qu'ils ont. S'ils montent leur billet de 2 €, bon 2 €, c'est pas rien, mais sur 30 balles, ça va. Et ben ils ont plus besoin de mettre des pubs KFC, McDonald's, de Coca-Cola partout. Franchement, merci pour le prix des places aussi. Bah oui, non mais c'est ça en fait, c'est qu'il faut faire comprendre. C'est accessible, nous on est 5 dans la famille, on est venus tous les 5 à chaque fois. Je veux dire, c'est énorme. Il n'y a pas tous les artistes qui pensent comme toi, comme ça.
C'est la même salle, le même endroit, tu es au même endroit et tu vis un moment, et en fait tu payes pas du tout le même prix selon l'artiste. Bah oui, mais c'est... Par contre, tu es accueilli toujours de la même manière, c'est ça qui est terrible. Bah écoute, en tout cas, comme je disais tout à l'heure, on est sur des chartes en ce moment, et il y a des chartes pour les salles, et ils sont assez à l'écoute quand même. Je trouve que c'était le bon moment de faire un retour là-dessus. Ouais, c'est important que l'ensemble de ces gens comprennent aussi qu'ils ont un rôle à jouer sur la transition écologique dans le monde de la musique. Oui. Énormément. Et, et légaliser la weed aussi, parce qu'on galère. On est obligé de se planquer et tout, ça c'est chiant. Je suis d'accord, mais de la bœuf à prix libre dans ce cas-là. On est d'accord, super. Bah, merci à tous, vraiment un grand merci d'être restés. Il y en a un peu qui sont partis, mais vous êtes majoritairement restés, alors je suis sûr que vous avez faim. Et en plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais ils n'ont pas allumé les lumières pour qu'on dégage. Mais on est restés là, on a fait acte de résistance, on n'a rien lâché. Merci à tous, merci pour vos questions, merci pour votre accueil, merci pour vos rires. C'est super, on se retrouve à l'extérieur, on va tous faire la queue pour manger et on pourra discuter tranquillement. Merci, bonne soirée à tous.